Madame, Monsieur, bonsoir. Cocktail sur table, ce soir, 21h, 23h, nous avons 4 panélistes, 2 thèmes, éducation, ambiance de rentrée scolaire, c'est la mouvance, vous le savez très certainement, depuis ce lundi 9 septembre, les élèves, environ 3 millions, sont de retour dans les salles de classe, dans un environnement qui, évidemment, interroge, notamment par rapport à l'accessibilité et le coût du manuel scolaire, le calendrier scolaire et le rythme de vie des apprenants mais également des enseignants, l'implication des parents dans le système scolaire, les réformes des programmes scolaires, bref, un ensemble de thématiques qu'on peut aborder dans cet environnement de vie chère et qui c'est peut-être de pauvreté également. La deuxième problématique va parler des Lions indomptables. Tiens, ils ont fait match nul. Il y a quelques heures seulement, ils étaient face au Zimbabwe dans cette deuxième journée des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Lions indomptables, enjeux et conséquences des batailles. C'est donc dans un environnement de pic entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, même s'il faut le reconnaître, en 4 rencontres, Marc Brice réalise 3 matchs pour 2 victoires, 1 nul en 6 rencontres désormais. 3 matchs, 2 victoires, 1 nul s'il faut les prendre dans l'ensemble. Il y a les matchs du Cap-Vert et l'Angola. Je veux dire, depuis que Marc Brice est là, ça fait, je crois, 6 matchs déjà. Pour 7 buts marqués désormais. Bonsoir à vous, Odile Ngorbo Maop. Merci d'être là ce soir. Merci à vous, monsieur le député. Merci aux panélistes qui sont là. Nous sommes honorés d'être ici ce soir pour parler des problèmes qui ont été élaborés dans la feuille de route de l'émission. C'est avec un honneur et beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui. Je rappelle, je précise, c'est bien 4 matchs. 4 matchs pour Marc Brice, 2 victoires, 2 nuls pour 6 buts marqués. Je dis également bonsoir à... D'abord, je précise que vous êtes enseignante. Et je complète que vous êtes là sous la casquette du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je dis bonsoir à Auguste Émile Etouké Mouélé. Oui, c'est plutôt Auguste Etouké Mouélé. D'accord. Oui, je suis très honoré d'être sur ce plateau que je sens relevé par rapport aux panélistes qui m'entourent. Et nous espérons passer une très bonne émission, comme certainement les téléspectateurs l'attendent. Merci infiniment. Vous êtes là pour le compte du RDPC. Apollinaire Kemegne, bonsoir. Merci, député, pour votre invitation. Et merci aussi à tous les panélistes. J'espère que nous allons passer une bonne émission ce soir, tout en faisant coucou à tous mes bureaux politiques de JPC, pour ne pas dire membres de la plateforme de l'APC. Peut-être que je représente ici pour les dire bonsoir et suivez bien l'émission. Vous êtes président de la jeunesse patriotique du Cameroun. Vous l'avez également dit, un parti qui a fait, qui était une entité prenante du G20, ce groupement de quelques partis politiques qui ont soutenu la candidature du président Paul Biya en 2018 et dont on se souvient grandement la promotion de l'un d'entre eux, Maître Jean de Dieu Momo, désormais ministre délégué auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je dis enfin bonsoir à Moïse Ngidjolgan du SIF. Oh, thank you very much, Mr. Deputy. I'm very, very happy to be here. And let me say good evening to those who are sharing this important panel with me. Let me also say good evening to all your televiewers, and I hope at the end of this debate we shall contribute to help those citizens looking at us now, following us, to retain something that can be good for the development of the Cameroon. Juste pour savoir, pour tenter un peu, pour avoir un peu le pôle, vous préfériez commencer par quoi? La rentrée scolaire ou les lieux indomptables?
La rentrée scolaire. La rentrée scolaire, Rentrée scolaire. exactement. Je ne vous soupçonne pas de ne pas être des passionnés du football. C'est vous qui menez les débats. Non, c'était un test en fait. C'était pour voir si vous serez... Je suis un féru du football. Pour le développement. Je suis un féru du football parce que je l'ai pratiqué. Je le pratique encore aujourd'hui en tant que vétéran dans le cadre du 2-0. Et puis, tout ce qui se passe en ce moment n'échappe pas à mon analyse, à mon opinion, à mon expertise. Et je serai heureux tout à l'heure d'en parler de manière très franche et très libre sur ce plateau. D'accord. Alors, à vous de choisir par où vous commencez. Prenons donc la rentrée scolaire. On prend la transition et on démarre à l'instant. Alors, question d'entrée, peut-être question simple. Chacun nous dira quelle appréciation il a fait de ce retour à l'école pour les enfants. C'était, je l'ai dit, le 9 septembre, donc hier lundi. Rentrée scolaire, selon vous, réussie, classique, rentrée scolaire, pas trop de grincement dedans, Apollinaire? Je pense que c'est une rentrée très mitigée. Ok. Mitigée d'abord sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan du transport. Vous voyez que ici déjà, à Douala, avant que je ne revienne un peu au nord ou au sud-ouest après, qu'il n'y a pas déjà une rentrée vraiment du faire, que les parents n'ont pas suffisamment de moyens d'abord pour inscrire les enfants. Deuxièmement, vous voyez comment les Camerounais vivent dans le seuil de pauvreté. En dehors de ça, les routes même pour amener ces enfants à l'école, il n'y en a point. Il n'y a même pas le bus comme au temps d'Aïdjo. Il y avait le bus de 50 francs. Vous imaginez un enfant qui vit peut-être à Koto là-bas pour aller à Makepe ou à Lopom, il va payer combien si les parents n'ont pas peut-être les cagnottes pour pouvoir donner 1000 francs. Et si la 5 enfants va faire comment? L'État n'a pas mis ça. Il n'a pas mis l'éducation de la jeunesse camerounaise en gage. C'est un gouvernement qui a échoué et qui n'a pas compris que l'éducation est très importante pour le développement de la société. Et un peu de ça, des saletés, des poubelles qui sont là. C'est aussi trop facile, un gouvernement qui a échoué. Non, c'est échoué dans quel sens? Qu'une rentrée scolaire, l'État devait pouvoir qu'il n'y a pas de poubelles partout. Ces enfants peuvent attraper des microbes. Ça, c'est un point constat de l'environnement que peut-être on pourra parler un jour. Et il y a d'abord le transport. Je ne suis pas le seul, même le gouverneur a dit qu'il n'y a pas de route. Vous voyez que ces enfants peuvent tomber sur la moto. C'est un lien direct avec la rentrée scolaire. Oui, c'est pour dire que ces enfants vont aller... qu'il y a eu échec de l'État. Non, échec parce qu'il n'y a pas de route pour amener. Ce n'est pas moi le gouverneur de littoral l'a bien dit, il n'y a pas de route. Et s'il n'y a pas de route, comment les enfants peuvent aller à l'école sans de route? D'accord. Et que bon, voilà, ils vont aller par comment? Sans de transport. C'est des motos. Et ces motos qui les transportent, c'est aussi risquant. D'accord. Et l'État n'a pas mis à disposition des moyens de transport, comme des bus à notre époque, où on prenait le bus à 50 francs. C'est noté. Pour chuter, pour dire que, voilà donc, même au nord-ouest, qu'on croyait être calme, que l'État n'a pas, avec le mutisme, comprendre ce que l'opposition disait, pour amener le dialogue. Mais il y a eu rentrée scolaire au nord-ouest, non? Non, mais au sud-ouest, ce n'est pas tout au nord-ouest. Je pense qu'il ne faut pas, M. Tipita, faire un peu de l'amalgame. Je dis, il n'y a pas... On ne peut pas dire que je fais l'amalgame. Non, parce que... Non, écoutez, nord-ouest, à Pumba, là-bas, il n'y avait pas une rentrée. Comment ça? Non, il n'y avait pas une rentrée proprement dite. Même le préfet a dit, il exhortait la population à aller à l'école, à des familles. Parce que l'État camerounais a confisqué le dialogue. Non, je pense qu'on a tout. Pour pouvoir faire en sorte que... Apollinaire, ne confisquez pas la parole, s'il vous plaît. Bon, allez-y, non. C'est tout simplement pour dire cette rentrée est mitigée 2022-2024. Je le retiens. On sait également qu'il y a des difficultés sécuritaires dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, mais ça n'implique pas systématiquement qu'il n'y a pas eu rentrée. Mais parce que les enfants peuvent parler... C'est moi qui parle, on va pas parler en même temps. Oui, allez-y. Ça n'implique pas systématiquement qu'il n'y a pas eu rentrée scolaire. Certains pôles, il y a eu des difficultés de rentrée, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas la sécurité, M. Dipita, comment les enfants peuvent aller à l'école? Les parents peuvent envoyer leurs enfants... Apollinaire, y a-t-il au moins une école au nord-ouest où il y a eu rentrée scolaire? Bien sûr, mais ce n'est pas... Mais écoutez, s'il y a sur 10 personnes, il y a 2 personnes qui... Ce n'est pas la totalité. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il n'y a pas eu rentrée? Il y a eu rentrée mitigée. D'accord. Donc il faut comprendre que l'État doit revenir et trouver une solution pour qu'il y ait la paix au nord ou au sud-ouest. Votre appréciation de cette rentrée? Exactement.
Oui, je constate que le premier intervenant est nostalgique d'une époque. Il a parlé de l'époque Ahidjo qui est quand même derrière nous de plus de 40 ans. Et je voulais seulement signifier que si jamais celui qui l'a cité, ça veut dire le président Amadou Ahidjo, pour lequel nous avons beaucoup de respect, se réveille aujourd'hui, on ne va pas reconnaître le Cameroun. Ça veut dire que les choses ont évolué et on ne peut pas dire le contraire. Bon, il dit qu'il y a eu une rentrée difficile à cause d'un défaut de route, etc. Mais moi, je dis, qu'à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a un seul enfant qui n'a pas atteint son école parce qu'il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a les cas exceptionnels comme au Nozo, où il y a la situation que nous connaissons, ou bien au nord, où il y a les inondations dans les salles de classe qui sont dans des situations pas faciles. Mais ce n'est pas le cas express du Cameroun. Parce que vous avez, il y a un cas. Mais à 42 ans, est-ce que vous êtes incapable d'arranger attendez, Apollinaire. Non. Chacun prend la parole. Non, vous pouvez noter. Je comprends que vous voulez réagir, mais vous pouvez noter. Ne parlons pas tous ensemble. Je vous laisse poursuivre. Ben, je comprends qu'il y a la fougue de la nostalgie parce que c'est toujours ça. Et bon, 42 ans, je ne sais pas pourquoi ils se focalisent là-dessus. Moi, je pense que 42 ans, c'est l'âge de la sagesse. On n'atteint pas 42 ans parce qu'on veut. Il faut pouvoir les atteindre. Donc, normalement, ici au Cameroun, il n'y a pas eu d'imposition d'un candidat qui a été imposé aux gens. Il y a toujours eu des élections au Cameroun, sauf cas concret par rapport à vous. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas eu imposition de quoi que ce soit. Donc les 42 ans, c'est quelque chose à mettre à l'actif de celui qui a ses 42 ans, parce qu'effectivement, il les a mérités. Il n'a rien arraché à qui que ce soit. Donc je pense que ce ne soit pas le sujet de ce soir. Nous sommes en train de parler de la rentrée scolaire. Et moi, je pense que, pour le moment, qu'effectivement, il y a eu une rentrée scolaire dans l'ensemble du Cameroun, sauf les cas de Nozo, où vous connaissez qu'il y a eu des problèmes par rapport aux problèmes sécuritaires. Mais aussi, même au Nozo, ce n'est pas à 100% qu'il n'y a pas eu rentrée. Et la situation est en train d'être améliorée, d'autant plus que même les séparatistes, ils ont dit que dans 2 semaines, ils vont essayer d'ouvrir les routes. Bon, on ne sait pas de quelle négociation il s'agit, mais effectivement, il faut comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que n'allez pas à l'école avec des armes qu'on va dire que la rentrée n'est pas réussie. Donc ça, c'est des situations comme en Ukraine. En Ukraine, actuellement, il y a la guerre, mais il y a la rentrée scolaire. Les enfants vont aller à l'école malgré la guerre. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Comment on peut comparer l'Ukraine avec le Cameroun? Je ne sais pas pourquoi vous êtes focalisé par rapport à certaines choses. La différence entre l'Ukraine et le Cameroun, c'est quoi? C'est 2 États. Hein? Sauf si vous pensez qu'un est un État et l'autre ne l'est pas. Moi, je pense que l'Ukraine, c'est un État, le Cameroun, c'est un État. Et j'étais en train de dire que malgré la guerre qu'il y a en Ukraine, qui est connue, forcément, il y aura une rentrée scolaire là-bas. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes assez excité, mais calmez-vous. Débattons, ne combattons pas. D'accord. Moïse, sur votre appréciation d'entrée de cette rentrée scolaire. Oui, je vais commencer par dire que, et ça c'est à la suite de l'honorable Joshua aussi, nous devons rester tous unis, hein, tous les Camerounais et même tous les êtres humains sur la planète Terre devront être unis dans notre combat pour que chaque enfant accède à l'éducation. C'est un droit. Le droit à l'éducation, il faut le défendre et il faut le défendre contre vents et marées. Alors, hier, à la faveur d'une descente dans certains établissements scolaires de la première, hier jour de rentrée pour l'année scolaire 2024-2025, j'ai eu l'occasion d'accompagner notre chairman Joshua aussi sur le terrain et nous avons pu apprécier dans la ville déjà de Douala, avant de nous étendre sur ce qui nous revient du Cameroun profond, les difficultés auxquelles plusieurs parents notamment et élèves écoliers ont fait face, de même que les enseignants. La communauté éducative, c'est un tout. Nous, sur ce plateau, je l'espère, je le sais, nous sommes tous parents et chacun à son niveau connaît les problèmes. Nous avons pu relever hier déjà que dans les salles de classe, les effectifs traînaient encore le pas. Et déjà la forte pluie qui s'est abattue sur notre ville et peut-être y a contribué pour quelque chose, mais passé cela, nous avons constaté que plusieurs enseignants n'étaient pas encore en poste ou n'avaient pas encore repris les cours. Nous avons pu déplorer l'état des lieux, c'est-à-dire l'état des salles de classe,
plusieurs salles de classe étaient encore dans un état de saleté, de vétusté inacceptable. Nous avons constaté par ailleurs que hier encore les écoliers étaient à balayer les salles de classe. Bon, mais autour de cela, il y a, au vu des échanges que nous avons eus avec plusieurs parents, trouvés pour certains devant les portes des directeurs des écoles et des professeurs lycées, ils cherchent encore de la place. Alors, quand un parent au jour d'aujourd'hui n'a pas encore pu avoir la place pour son enfant, il y a un problème. Les emplois du temps, même encore pour certaines salles, ne sont pas encore donnés. Il y a donc tous ces problèmes, à quoi il faudra ajouter le problème de la rareté du livre. La rareté du livre, parce qu'il y a une manie maintenant avec le gouvernement actuel qui voudrait que presque chaque année on change de livre au programme, ce qui n'arrange pas. Non, pas chaque année, tous les 3 ans. Je dis presque, je parle français, je dis presque chaque année. Et il y a donc ce problème-là qui ne semble pas toujours arranger les problèmes, la situation des parents au vu de la vie chère que nous connaissons. Il y a également ce problème des enseignants qui ne sont pas payés. Il y a ce problème aujourd'hui de la décentralisation qui n'arrive pas encore à être totalement appliquée dans la mesure où aujourd'hui on vous dit qu'on a rétrocédé les enseignements de base et secondaires au niveau pour certains des communes et pour d'autres au niveau des régions. Malheureusement, quand vous posez la question à un chef d'établissement, il vous dit oui, j'ai posé mon problème au niveau de la région et jusque-là on n'a pas de souci. Donc il y a tout cela qui j'aurais pu dire handicap considérablement le bon déroulement de la rentrée, mais s'il faut parler, comme le disait Apollinaire, comme le gouverneur d'Itola qui a dit que la rentrée est effective parce que les salles de classe sont ouvertes, effective parce qu'on trouvait peut-être un chef d'établissement, mais nous disons qu'elle n'a pas encore atteint ses vitesses de croisière et nous sommes pour, et nous appelons, je profite de votre antenne, comme l'a dit notre chairman, nous appelons à ce que le gouvernement fasse des efforts au plus vite pour que dans le secteur public, que l'éducation, à la base, de manière générale, et même dans le secondaire, puisse être gratuite. D'accord. Odile, votre appréciation de cette rentrée? La rentrée scolaire est mitigée. La rentrée scolaire est échantillonnée, à mon humble avis. Échantillonnée parce qu'il y a un échantillon d'élèves qui sont en classe. Il y a aussi un échantillon d'enseignants qui sont là. Déjà, les vrais problèmes de l'école n'ont pas été abordés avant cette rentrée ou bien n'ont pas trouvé des solutions, notamment le problème des APEE. Parce que les élèves et les parents sont inquiets à cette période de la rentrée. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10% des parents qui ont déjà payé ou bien se sont même déjà quittés de leurs frais d'inscription. Parce que la communauté éducative, nous sommes inquiets. Les frais d'APE sont obligatoires ou pas? Quelle est la place de l'APE dans l'école? Où sont les budgets de fonctionnement des établissements scolaires? C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas parler de rentrée scolaire lorsque les élèves ne savent pas encore, ou bien lorsque les enseignants ne savent pas si on aura de la matière d'œuvre, si on pourra faire les cours. Qu'est-ce qui a été arrêté? Donc nous sommes là dans un désordre, dans une embrouille. Les élèves sont en classe. Maintenant, est-ce que les circulaires seront respectées? Les circulaires qui stipulent que les frais d'APE ne sont pas obligatoires, qu'on ne doit pas les imposer avant les frais exigibles. Est-ce que les budgets de fonctionnement seront affectés aux établissements comme cela se doit? Je rappelle ici que le budget du ministère du MINESEC, par exemple, est de 1700 milliards de francs. Nous avons environ 2400 établissements dans ce pays. Si on affecte seulement 10 millions à chaque établissement, nous sommes à peine à 24 milliards. Donc il reste encore 1700 milliards. Est-ce que le MINESEC a affecté les frais de fonctionnement aux établissements? C'est quand ces éléments-là sont clarifiés qu'on peut parler de rentrée scolaire. Les élèves sont dans les salles de classe avec des cahiers, pour certains, pour ceux qui ont même la possibilité d'en avoir. Parce que quand le parent ne sait pas encore combien il va débourser pour que son enfant puisse être en règle avec l'établissement, c'est une rentrée sous stress. C'est une rentrée sous stress, rentrée échantillonnée, rentrée sous stress, et puis rentrée où on ne connaît pas. C'est un clair-obscur qu'on a dans les établissements à l'heure actuelle. Donc, moi, je parlerai de rentrée
effective si et seulement si les 3 points que j'ai énumérés pouvaient être éclaircis avant que les élèves ne prennent le chemin d'école. Comme je le dis, notamment le budget de fonctionnement des établissements. Paquet minimum, c'est ça? Le paquet minimum, effectivement, M. Dipita. D'accord. Surtout dans les établissements d'enseignement secondaire, où on justifie la présence des APE par le fait qu'il n'y a pas de budget de fonctionnement pour payer les vacataires. Et je le dis encore que le budget du ministère, c'est plus de 1700 milliards. Et si on affectait au moins 10 millions à chaque établissement, ne serait-ce pour payer les vacataires, on n'en parlerait plus des APE. Et si on le faisait, nous aurons à peine grignoté 24 milliards dans ce large budget. Qu'est-ce qui bloque le fonctionnement dans les établissements scolaires? Pourquoi est-ce qu'on continue à demander aux parents de payer double? Parce que, M. Dipita, je le rappelle encore, quand le parent paye les frais exigibles, c'est-à-dire une contribution du parent, il y a environ 3 millions d'élèves qui prennent le chemin de l'école. Chacun a payé au moins 10 000 ou 15 000 francs de frais exigibles. Ça fait combien de milliards de francs qui sont déjà entrés dans les caisses du ministère? Maintenant, on demande encore les frais d'APE. Pour quelle raison? Donc, cette histoire d'APE doit être clairement définie. Et même comme c'est clairement défini d'après les circulaires, les chefs d'établissement continuent encore à le bloquer. Qu'est-ce qui en sera dans les établissements où les parents ne pourront pas payer? Et il faut préciser ici que l'élève n'est pas membre d'une APE. C'est le parent qui est membre d'une APE au cas où les parents décident de créer cette association. Donc, on ne peut pas dire que un parent a 3 élèves dans un établissement, il est obligé de payer 3 fois les frais d'APE avant de payer les frais d'inscription, qui sont déjà des frais exigibles, qui sont déjà sa contribution. Donc moi, je pense que ça, c'est les éléments essentiels qui permettent à l'école de fonctionner. L'école ne peut pas encore fonctionner à l'état actuel des choses. Donc pour moi, il n'y a pas encore rentrée. Il y aura rentrée quand on saura en quoi nous en tenir. Moi, je suis parent d'élèves, les enfants sont dans le lycée, je ne peux pas dire qu'il y a rentrée. Il y a rentré comment? Je ne vais pas commencer par où? Je veux payer. Je paye où? Je paye comment? C'est de ça qu'il s'agit. Je m'excuse, si tu nous aidais pour que nous comprenions toute cette affaire d'identifiant unique. C'est encore un problème. N'allons pas dans tous les sens. L'identifiant unique, même, c'est encore un autre problème. Donc, nous sommes là dans une machine totalement grippée. Donc, où les chefs d'établissement attendent, les élèves attendent, les parents attendent, nous attendons tous. Commençons peut-être. Donc, pour moi, il n'y a pas rentrée scolaire. Il y a quelle rentrée scolaire? On parle dans quel contexte parle-t-on? Commençons peut-être par la question des APE. On revient sur l'identifiant unique tout à l'heure, Apollinaire. Sur la question des APE, votre approche? L'approche pour l'APE, normalement, c'est les parents d'élèves qui devaient gérer. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État doit se mixer. Mais c'est bien les parents d'élèves qui gèrent, non? Mais parce qu'il semblerait que déjà l'État veut prendre une partie, déjà comme gérance, dans cette association des parents d'élèves. Oui, parce que l'État veut se mixer. Non, ce n'est pas. En fait, l'État, le ministre des enseignements secondaires a été clair. Par exemple, dans le cas de l'enseignement secondaire, cette rentrée, c'est clairement défini que l'État ne s'ingère pas. Déjà, l'APE, c'est une association. Les parents d'élèves et des enseignants. Donc, les parents sont libres de faire leur association. Mais on ne doit pas rendre cela obligatoire. Et en plus, lorsque un parent est membre de l'association, il n'est pas là pour payer les frais pour tous ses enfants. Il est membre unique. Alors l'essentiel à retenir, c'est que l'État ne s'implique pas. L'État n'a pas à s'impliquer dans les APE. Et l'APE ne doit pas être une condition pour l'inscription, par exemple, à l'examen d'un élève. Parce qu'il y a des milliers d'élèves qui ne vont pas s'inscrire aux examens parce qu'ils n'ont pas payé ces frais d'APE. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc pour dire donc que nous devons ici dénoncer cette injustice et appeler le ministère de l'Éducation de tout faire pour mettre en œuvre le fonctionnement pour que les enfants puissent réellement aller à l'école. Et que l'APE aujourd'hui doit aussi faire en sorte que les parents d'élèves puissent mettre en contribution pour permettre que, en cas de vacation de certains enseignants, ça peut permettre que on peut payer certains enseignants. Les APE n'ont pas à payer les salaires des vacataires. Non, en cas de... Non, même pas en cas. Le fonctionnement est disponible.
Nous avons les chiffres. Vous avez parlé tout à l'heure où l'État n'a pas tous les moyens nécessaires. L'État a suffisamment de moyens, je le dis encore. Mais ne donne pas comme ça, c'est doit parce qu'il faut les moyens souvent. Vous savez, il y a des vacataires. Nous sommes en train de dire. Et qui les paye donc? Qui paye ces vacataires? L'État doit envoyer le fonctionnement. Mais si l'État n'envoie pas, c'est pourquoi il dit qu'il ne doit pas toucher. Donc on dit que cet argent, l'État ne doit pas toucher. Non, nous sommes en train de faire la même chose. Nous sommes en train de dire ceci. L'APE, c'est une association. Vous pouvez décider dans votre localité que vos élèves ont besoin du matériel de formation. Didactique, tout. Didactique. Et l'APE, vous vous concertez et vous offrez cela à votre dans le cas échange aussi, ici, il peut aussi avoir des enseignants vacataires. Oui, mais ça ne doit pas être le motif, le grand motif qu'on dénonce, que les APE passent le temps. En fait, vous y trouvez une dérive de mettre les enseignants vacataires sous la poche des APE, c'est bien ça? Je dis bien ceci. Les APE n'ont pas à supporter les charges des vacataires. Ça n'a pas de sens. Voilà. Les charges des vacataires doivent être supportées par le fonctionnement de l'établissement. Et ce fonctionnement doit être déduit du budget du ministère ou bien du ministère. Et le budget est suffisamment large pour qu'on puisse affecter à chaque établissement de ce pays un budget de fonctionnement suffisant pour pouvoir prendre en charge les enseignants vacataires. Et en plus, la décentralisation n'étant pas effective, parce que c'est aussi cela qui pouvait alléger ce problème de vacataires. Comme la décentralisation n'est pas effective, le budget du MINESEC est suffisant, largement suffisant pour le faire. Je dis bien que le MINESEC a 1700 milliards de francs. C'est noté, madame. Alors, si on enlève 24 milliards pour payer les vacataires de tout ce pays, ça ne va pas du tout affecter ce budget. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on doit mettre ça sur la tête des APE? C'est vraiment votre approche, c'est laquelle? Mon approche, c'est que l'APE doit être géré par des parents, sous forme qu'eux-mêmes puissent prendre la décision de faire de ce budget ce qu'ils veulent pour l'établissement. C'est pour l'établissement. Ce n'est pas une contrainte pour l'intérêt propre pour ces enfants. Les enfants. D'accord. Donc voilà, ce ne soit pas une condition pour inscrire les enfants. Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il faut remonter à quelques années. Je suis très heureux d'avoir l'enseignante sur ce plateau qui nous aide à mieux comprendre en fond un certain nombre de choses. Ça, c'est bien, merci. Je voudrais dire, qu'est-ce qui nous amène à un moment à voir les APE apparaître dans le domaine, dans le milieu scolaire et surtout en devenir quelque chose de très très important. Et au point d'être passé simplement de APE, Association des parents d'élèves, pour devenir APEE. Qu'est-ce que les enseignants ont à chercher là-dedans? C'est la corruption. S'il te plaît, Apollinaire. Il y a la réalité, ce que nous observons, c'est que quand il y a un parent qui est le président de l'APE, le secrétaire de l'APE est un enseignant. Et le chef d'établissement, ce qui nous revient, en est le conseiller. Et quelque part également, c'est ce chef d'établissement qui arrête plus ou moins le budget de l'école. Peut-être de façon informelle. Avec ce que... plus ou moins formel. Ah non, si c'est le budget de l'école, ok. Avec ce qu'on a appelé le conseil d'établissement, parce que là c'est toute une communauté éducative. Et dans le fonctionnement, la mamelle nourricière la plus importante, la vache à lait qu'on doit traiter à tout moment, c'est cette APE. Et la décision que Madame le ministre a prise à un moment, s'agissant des APE, en suspendant tout au moins, en faisant retarder ce problème il y a peu, aurait été justifié par le fait que quand on ne fait pas le mouvement de personnel, notamment les responsables à temps, et qu'on commence à percevoir de l'argent, celui qui va arriver en octobre ou en novembre, quand le mouvement est prêt, trouve que son prédécesseur a vidé les caisses. Ça, c'est ce qui nous est revenu dans nos recoupements. Alors, maintenant, cette APE. L'année dernière, Madame le ministre avait pris un texte disant qu'à la rentrée de 2023-2024, elle ne souhaitait plus avoir un seul personnel, notamment enseignant, non fonctionnaire. Cela, nous l'avons décrié au SDF. Je suis monté sur les plateaux de télévision pour le dénoncer, sauf que là, ils ont reculé un peu. Alors, comment pouvez vous imaginer l'école au Cameroun aujourd'hui sans les vacataires, alors que l'État en tant qu'institution, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on en est à se demander si l'État ne veut pas tuer l'école. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais nous constatons qu'à la pratique, c'est comme si ceux qui nous dirigent voudraient tuer l'école. Simplement pourquoi? Oui, je veux m'expliquer. Pourquoi? Parce que au Cameroun, reconnaissons-le, ceux qui sont en charge de la gestion des affaires publiques ont les possibilités d'envoyer leurs enfants à l'étranger faire les écoles. Ils n'ont pas de problème là-bas. Et ici, localement, ils s'en foutent de ce qui se passe
vous pouvez pas dire ça. Non, je dis, excusez-moi, je le dis. Non, je pense je dis ça pourquoi? Parce que Madame Odile va me le Odile va me démontrer le contraire. Odile va me démontrer le contraire. Elle vient de parler. Un État qui veut tuer l'école fait-il la rentrée? Excusez-moi, mais je le dis. Un État qui veut tuer l'école affecte-t-il 1700 milliards à son budget de l'école? Monsieur Dipita, il y a quelques jours, il nous a été dit que pour qu'on tienne des élections, dans ce pays, les caisses étaient vides. Oui. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des tensions de trésorerie. Oui, n'empêche que l'État a mis 700 milliards pour l'école. Nous avons des tensions de trésorerie. Et je dis que, comme elle le dit, il faut que les budgets de fonctionnement partent de Yaoundé pour arriver au lycée de Tcholiré. Il faut que ça parte de Yaoundé pour arriver au lycée de Tcholiré. Ce qui, ma foi, n'est pas possible tant que nous voyons comment fonctionne cet État. Et nous voyons dans leurs agissements que la rentrée scolaire n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est qu'on va sortir, nous allons arriver à ce niveau facilement, 1 milliard avec plusieurs centaines de millions pour les divertissements en termes de sport, et on ne sortira pas le même milliard facilement pour payer les frais de correction des examens. Nous avons toujours des problèmes où on a corrigé des examens, et après on vous dit qu'après une année, on en est encore à attendre le paiement des frais de correction. Les difficultés... Donc le problème que nous avons, le problème que je veux dire ici, c'est que cette APEE, ça, ce sont nos parents d'élèves, je suis parent, donc est apparu dans le système éducatif ou dans la communauté éducative, et aujourd'hui on semble simplement s'adosser sur cette APE qui doit construire les salles de classe, qui est sollicité pour dire qu'il faut payer les vacataires, qui est sollicité pour dire qu'il faut faire des latrines, des blocs latrines, alors que l'État, voilà pourquoi j'ai dit que l'État, voilà pourquoi j'ai dit que l'État fonctionne à ce moment comme s'il voudrait tuer l'école. Il est facile parce que notre État, cet État qui nous dirige à ce moment, il est facile pour cet État qu'une élite, entre guillemets, qu'une ponte de régime, débarque et disent créez-moi l'école chez moi, créez-moi un lycée chez moi, ou transformez-moi un CS chez moi. On le lui donne sur le papier et terminé. Vous voyez que vous avez aussi des éléments qui montrent que l'État ne veut pas tuer l'école. Non, ça c'est pas. Cela ne voudrait pas dire que l'État ne veut pas tuer l'école. Une école, monsieur Dipita. L'État peut avoir des insuffisances. Mais de là, exprimer la volonté de tuer l'école, il y a quand même une rentrée scolaire. Est-ce que vous savez que moi j'ai vu dans une école, hier ici à Douala des enfants assis à même le sol? Moïse. Non, ça, Dipita, je te le dis. Est-ce qu'il est normal, madame l'enseignante, qu'on retrouve encore... Une seconde, pas tout ça à la fois. Et pourquoi on interpelle les choses? C'est pour ça que je voudrais ici qu'on questionne. Mon problème, c'est qu'on questionne à quoi sert la PE dès lors que l'État a 1700 milliards et que l'État pourrait affecter, par exemple, 10 millions de fonctionnements. Ça veut dire que l'État ne le fasse pas. Je dis que l'État est en train de vouloir tuer l'école. Justement, on peut relever les insuffisances, les non-performances. C'est le verbe tuer qui te fait. Je vous ai laissé parler. Quand vous laisse parler, oui, vas-y. L'incompétence, les insuffisances et tout ce que vous voulez. Mais de là à dire que l'État veut tuer l'école, le même État qui construit les écoles, comme vous l'avez relevé, le même État qui essaie d'affecter les tables bancs, qui essaie d'affecter les enseignants, même si dans cet environnement, on peut, je lui dis, relever des insuffisances, on ne peut pas conclure que l'État veut tuer l'école. On va d'abord écouter... Non, je disais par rapport à la préoccupation de M. Nguidiol que dans les années sombres de notre pays, des personnes astucieuses, il y a des parents assez intelligents, ont fait de l'association de l'APE, qui est devenue APEE, un élément presque indispensable. C'est le génie des Camerounais. Ouais. Donc c'est le génie des Camerounais qui transforme une simple association, qui existait d'ailleurs dans beaucoup d'établissements dans le monde entier, en un élément indispensable. L'APE n'est pas indispensable dans le fonctionnement des établissements. L'État a les moyens de sa politique et l'État doit faire son travail. Il ne va pas s'impliquer, dans la gestion ou dans le fonctionnement. Ce n'est pas l'État qui s'implique dans... C'est des personnes que l'État... C'est les enseignants, c'est les proviseurs qui voient cet argent qui ne leur appartient pas, cette manne, et par convoitise, ils s'immiscent là-dedans. Personne ne leur demande de s'immiscer. Les parents d'élèves d'un établissement se réunissent pour pouvoir améliorer le contexte. C'est leur affaire. Exact. Eux, ils sont dans leur rôle. Ils font leur travail. Ils n'ont pas à regarder cet argent. Cet argent, ce n'est pas leur argent. Et quand bien même, parce qu'il y a des établissements ici qui ont 30 élèves,
Là-bas, il n'y a pas les frais d'APE, mais il faut bien que cet établissement fonctionne. Quand nous parlons comme ça, nous regardons seulement les établissements de Yaoundé et de Douala. Je vous rassure qu'il y a au moins 70% d'établissements, c'est dans l'arrière-pays. Là-bas, il n'y a pas les effectifs. Et les APE ne peuvent pas porter l'école. Et il faut bien que ces écoles-là continuent à fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit ici. Que l'État reverse le fonctionnement aux établissements et le fasse à temps pour que l'école puisse commencer. Et ça, c'est des mesures qu'on prend en août, comme on a pris dans le cadre des affectations, des mutations et des nominations, pour qu'on passe une rentrée sereine. Nous voici qui sommes en train d'aller, nous disons qu'il y a rentrée, et les frais exigibles sont payés dans des comptes uniques. Ça va partir, je ne sais pas si c'est aux îles Caïmans, pour revenir en février. Il y a quelle rentrée? Il n'y a pas de rentrée. D'accord. Puisque à l'école, les gens vont se tourner les pouces. Et les proviseurs, les censeurs, et tout le monde va regarder l'argent de l'APE. C'est la convoitise, parce qu'ils ne peuvent pas voir de l'argent et faire comme s'il n'y a pas l'argent à côté. Donc, nous disons que l'État doit reprendre l'école en main, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On parlera ainsi de rentrée. Pour l'instant, il n'y a pas rentrée. Non, il y a rentrée, madame. Non, il n'y a pas rentrée. Les enfants sont à l'école. Ils sont à l'école, mais ils sont dans quelle école? Ils sont à l'école. Ils sont lycée technique de commencer par didactique. Auguste. Il n'y a pas de didactique, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de didactique à l'établissement. Auguste. Oui. C'est même ça qui a fait qu'on ait 20% de réussite au bac. Hein. Ça commence comme ça là. Pardon, écoutons. Il n'y a pas rentrée. Peut-être les conditions ne sont pas réunies, mais disons pas qu'il n'y a pas Quand les rentrée. conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas parler de rentrée. Rentrée, ça ne veut pas dire... Voilà, vous n'étiez pas à l'école. Vous n'étiez pas à l'école hier? On se tournait les pouces, monsieur. Vous y étiez? Vous y étiez? Vous y étiez aujourd'hui? Je dis bien qu'il n'y a pas dans votre parce que les éléments de rentrée ne sont pas encore établis. Donc on peut dire que vous étiez à l'école, mais que les éléments ne sont pas réunis. Nous sommes à l'école, hein. Les enseignants sont à l'école même pendant les vacances. Donc on ne peut même pas dire on est à l'école. Mais les éléments ne sont pas réunis. Donc vous voyez bien qu'il y a rentré, mais il n'y a pas rentré, monsieur Dipata. Allez-y, Auguste. Bon, je constate d'abord qu'il faut qu'on se le dise que l'opposition n'est pas un métier. Être opposant n'est pas un métier. Ça veut dire que vouloir s'opposer absolument à toute vérité. L'enseignante ici présente nous a dit que l'APE existe dans le monde. Donc, ce n'est pas une invention camerounaise. Donc, c'est une nécessité. C'est une invention camerounaise. Le E là, c'est le Cameroun. C'est l'invention camerounaise. APE, oui. Mais mais en son temps, ça avait été justifié, non? Parce que je dis que les génies camerounais... La mise en commun de l'expertise des parents et des enseignants. Vous voyez comment est-ce que les Camerounais sont ingénieux? Dans une époque sombre, on a ajouté le E-ci. La mise en commun de l'expertise des parents et des enseignants pour le meilleur encadrement des enfants. C'est pas ça, APEE? Non. D'accord. Bon, nous étions donc en train de dire que effectivement, elle dit qu'il manque un E qu'on aurait ajouté, mais elle est d'accord sur APE, hein, qui existe de par le monde. Donc c'est pas une invention camerounaise, sauf le E qui dérange. Mais j'aurais souhaité que l'enseignante ici nous dise les résolutions qui ont été prises, parce que Madame le ministre de l'Enseignement était ici à Douala il y a moins d'une semaine. Je pense que c'était, si mes souvenirs sont exacts, ou bien mes informations, c'était au Collège Saint-Michel, où elle a échangé avec les chefs d'établissement sur plusieurs choses. Bon, ben, elle fait comme si rien n'a été n'est sorti de là. C'est pour ça que je dis que l'opposition n'est pas un métier. Parce qu'en réalité, Madame le ministre est venue exposer et dire les avantages, les inconvénients et la situation actuelle de l'école au Cameroun. Et il y avait en général tous les chefs d'établissement de Douala, parce qu'il était à Douala. Donc moi je ne pense non pas qu'il faille venir ici pour commencer à dire qu'il n'y a pas eu rentrée scolaire, parce qu'en fait, de cette messe, grande messe de l'éducation, il y aurait eu des résolutions pour dire qu'écoutez, nous ne sommes pas d'accord parce que... Exemple de résolution. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il manque ceci ou il manque cela. Donc cela n'a pas été dit. Hein? Tout le monde est sorti, on a même fait une photo de famille. Ça veut dire que... Un exemple. J'étais en train de dire qu'il y a eu une photo de famille, ça veut dire que... La résolution, c'est la photo de famille. C'est des lesboufs. Ah, mais ça, c'est terrible, ça. Non, le ministre est venu à Douala faire une photo de famille avec les gens de attention, Apollinaire. Apollinaire. Non, je pense qu'il faut être clair. Il ne faut pas être démagogue. Si je vous interpelle, c'est que je veux prendre la parole. Une seconde. Non, j'ai du mal avec les épithètes. Apollinaire, vous avez fait esbrouf, plus tôt dans l'émission, vous avez fait un autre, vraiment essayons de garder des termes. Mais il faut dénoncer les gens des ADPC. On peut dénoncer sans dire esbrouf, non? On peut dénoncer sans être léger dans le langage. J'étais en train de dire que Madame le ministre était ici, l'enseignante
on aurait bénéficié de ce qui s'est dit là-bas. Parce qu'il y a eu des résolutions qui ont été faites. Elle dit qu'il n'y a eu aucune résolution. Moi, maintenant, je dis que c'est l'enseignante. Elle doit nous dire que, est-ce qu'elle était donc en balade de santé là-bas? Peut-être qu'elle n'était même pas concernée, parce que c'est les chefs d'établissement qui étaient là-bas et ils n'ont pas trouvé un inconvénient à ce qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire. Donc c'est comme on dit, dans une maison, il y a 50 enfants, il y a un qui se prend la tête à se dire que je peux tout changer, je peux changer le monde et commencer à dire je ne suis pas d'accord. On ne doit pas changer le monde, monsieur. Pourquoi est-ce que vous êtes excité sur ce plateau? On est là pourquoi? Non, c'est pas pour être excité. Chacun a son temps. Hein? Vous avez parlé, personne ne dit rien. Nous avons apprécié que nous ayons une enseignante, mais seulement l'enseignante en question ne nous édifie sur rien. Nous ne sommes pas là pour la littérature. Nous attendons notre éducation. Nous ne sommes pas édifiés sur quoi que ce soit. Nous savons qu'il y a eu rentrée scolaire et que les choses sont en train de se passer à la norme. Peut-être pas à votre vitesse, comme vous voulez, comme vous souhaitez. Mais je dis, Madame le ministre était à Douala et les chefs d'établissement étaient là et ils n'ont trouvé aucun inconvénient à ce que la rentrée ait lieu. La rentrée, c'est seulement pour les chefs d'établissement. Oh là là! En fin de compte, je ne sais donc pas à quoi a servi cette grande messe de l'éducation. C'est ce qu'on vous demande. Bon, maintenant, monsieur le député, vous avez constaté, moi je ne veux pas être grossier, mais je constate que, en tout cas, le copanéliste Apollinaire, oui, apparemment vous l'avez défini comme quelqu'un qui était dans le G20. Ça veut dire qu'il a soutenu la candidature de Paul Biya. Absolument. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'il est frustré, et c'est visible. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tout à fait... J'ai été toujours logique. Bon, vous avez toujours été logique, mais vous avez été dans la commission pour soutenir la candidature de Paul Biya. Vous avez dit ici, il y a un seul qui a été récompensé, ça veut dire le ministre Momo. Mais Auguste... Non, on n'a pas de ça. Auguste, non, ça veut dire que dans le cas où c'est vous qui aviez été sollicité... Ce n'est pas tous les Camerounais. Essayez un peu de ne pas réagir spontanément. Laissez les gens parler. Regardez les autres. On écoute. Vous prenez les notes. À la prochaine prise de parole, vous rebondissez. Mais parce qu'il choque. Ça fait 10 minutes. Je ne peux pas faire la police du plateau tout le temps et poser les questions. Parce qu'il choque. Et dans la maîtrise de l'homme politique qui peut se tenir sur un plateau. Donnez l'exemple à ceux qui nous regardent. S'il vous plaît. J'étais donc en train de dire que l'enseignante, parce que je m'agrippe sur elle, comprend que l'APE puisse exister, mais sa seule préoccupation, c'est que l'État ne s'immisce pas dans la gestion de l'APE. Et je pense que ça, c'est faisable. On ne va pas quand même refaire le monde par rapport à une préoccupation aussi légitime que celle-là. Parce qu'effectivement, l'APE existe par rapport au fait que les enseignants, non, les parents d'élèves ont constaté qu'ils risquent d'avoir un manquement quelque part et ils ont donc créé une association pour pallier à ça. Et comme ce n'est que ça, moi je pense qu'on ne va pas essayer de refaire le monde avec ça. Donc, d'autant plus que ce n'est pas une invention camerounaise et je peux m'apprécier jusqu'à ce niveau actuellement et que le débat continue. Parce qu'en fait, moi je pense que nous avons épuisé ce qu'on la question des APE, oui. Vous terminez avec Moïse. Oui, je voudrais d'abord dire une chose. Monsieur Etouke-Mouele, vraiment vous le voulez et puis député vous le voulez, nous voulons tous être gentils. Voilà. Alors quand vous déclarez ici que être opposant n'est pas un métier, excusez-moi de réagir en vous disant que la politique s'accommode mal des aventuriers. Amen. La politique est un métier. Alors nous, c'est notre métier et nous en sommes fiers. Amen. Ceux qui ont eu l'idée de mettre eux enseignants, moi je suis parent, membre d'association, je cotise dans cette association. L'enseignant, le chef d'enseignement qui est là, qui n'a pas son enfant dans cette école, n'est pas membre, ne cotise pas, mais veut gérer l'argent, elle s'auto-déclare membre. Non, il a utilisé un terme que tu lui demandes de retirer, oui, mais ce n'est pas bon. C'est ce que nous disons. Nous ne voulions pas nous appesantir sur tout ce que tout le monde connaît, parce qu'on veut faire un débat de personnes grandes, parce qu'il y a d'autres thèmes plus importants, mais tout cela est lié. Nous connaissons la malgouvernance, et nous connaissons la mauvaise, mais peut-être aussi parce que les enseignants sont devant des situations telles que, parce qu'ils se trouvent dans des situations telles que le budget de fonctionnement ne devant arriver qu'en février. Ce matin, moi j'étais dans une école, ce matin, et c'est une tradition pour moi, moi je suis un enfant d'un commandant, les écoles d'un commandant, qu'elles soient catholiques ou publiques, notamment publiques, j'y étais ce matin, j'étais là-bas, je leur donne toujours de la craie. Dès le premier jour de la rentrée, deux fois le jour de la rentrée, on ne nous reçoit pas parce qu'on me dit que le gouverneur et le préfet vont passer ou l'inspecteur, il faut laisser. Mais aujourd'hui, je t'ai donné de la craie. Parce que c'est nos enfants qu'on enseigne. On ne m'a pas prié pour aller. Je ne suis pas membre, je suis allé donner de la craie là-bas. J'ai des enfants là-bas à l'école. Alors, on fait cela. Et alors, parce que les enseignants nous disent, nous attendons le budget, il n'y a rien. On nous demande de tout acheter. Nous disons que ce n'est pas normal.
Nous demandons que l'État se reprenne. Et c'est normal que nous le disions. Ne faites pas comme si vos enfants, quand ils vont à l'école, on leur demande la carte du parti de leur père. Pour dire que oui, entrez ici, vous êtes du parti d'opposition, vous parlez d'un opposant, vous n'entrez pas. Non, nos enfants vont dans les mêmes écoles. Cet État, ce pays nous est commun. Et nous devons aller dans des... Nous devons partager un problème. Nous devons au moins nous mettre d'accord sur une chose. Exactement. Ça, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est que, comme nous le disons tous ici, la rentrée n'est pas encore effective. Il va de soi que les autorités administratives disent qu'elle est effective, mais à la réalité, elles ne peuvent pas nous démentir. Elle n'est pas effective parce qu'elle tient, en nous appuyant sur l'expertise d'audit sur le plateau, à un certain nombre de préalables qui doivent être respectés avant même le jour de la rentrée. Cette rentrée a été décalée d'une semaine, nous le savons. Quand les enfants vont en vacances, on nous dit que c'est le 2. Alors pourquoi on est passé du 2 au 9? Peut-être parce qu'on se dit que tout n'était pas encore fin prêt, mais il fallait quand même commencer. On a dit hier qu'ils ont commencé. Ok, nous étions hier, nous observons que déjà il y a encore des enfants que je vois dehors là. J'étais au marché Sandaga ce matin pour regarder un peu des choses. Je vois des enfants encore avec les seaux d'eau, les enfants de 8 ans, de 7 ans. Je les rencontre dans... Vous faites quoi? L'école a commencé à aller à l'école, vous avez les seaux d'eau sur la tête. Ils vous disent que nous n'avons pas l'argent pour payer l'école. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'argent. Alors c'est un problème. Alors pourquoi certains... Alors pourquoi certains doivent être dans les salles de classe et les autres dehors? Et pourquoi les autres... Pourquoi certains doivent aller à l'école à Douala? La seule chose que je demande, c'est de parler quand vous avez la parole. Et que ceux de Manfé n'aillent pas à l'école. Il y a un problème. Et c'est ce que nous disons. Pourquoi ceux-ci doivent entrer en classe et que Boko Haram continue à faire peur aux gens à l'extrême nord, à que les armes continuent à crépiter dans le sud-ouest? C'est un problème. Et nous devons donc ici, en tant que parents d'abord, nous mettre tous d'accord qu'il est normal que nos gouvernants, parce que c'est eux qui dirigent, qu'ils se ressaisissent, qu'ils fassent preuve d'un peu plus d'humanisme et reviennent à ce que nous construisons ensemble notre pays. Sinon, ça ne peut pas donner. Odile, la problématique du livre. Oui, disons, avant cette transition, je tenais à souligner que c'est pour cela que je parlais de rentrée scolaire échantillonnée. Absolument. Oui. Tant que nous parlons d'échantillonnage, nous ne pouvons pas dire qu'il y a effectivement rentrée scolaire. Maintenant, le livre est un grand problème. Disons, nous ne pouvons même pas déjà... Nous venons les résultats de 2024 étaient environ à 20%. Nous commençons une année scolaire où nous sommes censés essayer de nous améliorer. Et nous commençons l'année avec les mêmes... On refait la même chose que l'année dernière. Monsieur Apollinaire a dit tout à l'heure que Madame la ministre était ici à Douala pour faire une réunion. Quelles sont les résolutions? Oui, monsieur Auguste. Les résolutions nous auraient permis de commencer à avoir une lueur d'espoir dans l'amélioration des résultats de cette année. Mais non, on a commencé quelle école? On commence l'école avec les mêmes tas qui nous ont donné 20% au bac pour espérer avoir 18% au bac en fin d'année. Vous me dites qu'il y a rentré, non. Maintenant, le livre même, c'est un grand problème. Le livre n'est pas déjà disponible. Nous sommes à la rentrée. Les livres ont été changés. Et Madame le ministre a dit que les livres seront changés tous les 3 ans. Ça a été déjà une amélioration parce qu'avant elle, les livres, c'était tous les ans qu'on les changeait. C'était tout simplement business livre. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé, mais on a quand même 3 ans. On vient de changer, les livres ne sont pas disponibles. Ce n'est pas disponible parce que c'est également un réseau bien encadré. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et on nous dit qu'il y a rentré. Les livres ne sont pas là et on veut une amélioration des résultats. Bon, maintenant, le livre même a un grand problème parce que dans ce pays, quand on parle d'école, on a l'impression qu'il n'y a que l'enseignement général. Il y a aussi l'enseignement technique où il n'y a même jamais eu de livres. Les livres au programme sont inexistants. Et même quand on essaie d'adapter les livres au programme, c'est toujours un problème. Pas la disponibilité. Mais il y a des frais de bibliothèque qui sont affectés dans les budgets. Donc quand moi je parle de bibliothèque scolaire, il faudrait que les écoles essayent de faire vivre les bibliothèques scolaires et que les budgets affectés à la bibliothèque soient effectivement consacrés à l'achat des livres et que les bibliothèques servent de cadre pour que l'éducation dans les lycées soit améliorée. Parce que vous n'allez pas nous dire que dans le budget, dans les frais exigibles, je vous le rappelle, il y a un certain montant qu'on prélève à l'intérieur pour que les bibliothèques des lycées soient ravitaillées, que cela soit
désormais effectif et qu'on y veille. Quand il y a les livres dans les bibliothèques, même quand les parents n'ont pas acheté les livres, les élèves peuvent au moins faire leurs devoirs dans les établissements publics. C'est pour cela que ces établissements sont publics. On ne peut pas ne pas mettre des livres au programme dans les bibliothèques et exiger que les élèves achètent forcément, les parents achètent forcément les livres. Les parents peuvent ne pas. L'État a le droit d'assurer l'éducation et de façon gratuite. Je pense que tu veux même dire le devoir. Le devoir, c'est un devoir. Ah, donc, quand moi je parle, quand je vois le livre M. Dipita, moi je vois la bibliothèque. Les bibliothèques doivent revivre dans les établissements scolaires. Parce qu'il y a des budgets pour ça. Les APE sont là pour ça. Qu'ils arrêtent de se partager l'argent pendant les réunions, qu'ils payent les livres et mettent dans les bibliothèques. Face au livre, il y a les... Ici, se partage l'argent dans les Incroyable. Oui, c'est ça, ils se partagent l'argent aussi. Non. Donc, c'est bien un argent qui est sous contrôle, non? Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Nous ne voulons pas rentrer dans Elle a dit, nous avons compris. Non, elle est enseignante, elle n'est pas loin de la réalité. Ne laissons pas dire les choses qui sont... C'est pour cela que je veux qu'on t'aide que... Non, justement, je ne veux pas laisser passer. Ne laissons pas dire les choses qui sont difficilement démontrables. C'est ça aussi l'enjeu. Que les bibliothèques soient ravitaillées, que ce soit au primaire ou au secondaire, cela aidera les élèves à apprendre, même si les parents n'ont pas la possibilité. Auguste, parce que c'est la mission de l'État d'assurer l'éducation dans notre pays. Ben, sur le livre, je pense que l'enseignante ne me démentira pas. Tous les 3 ans, effectivement, il y a, même si elle prend ça pour du business, il y a des nouveaux livres qui sont là parce qu'il faut s'adapter au contexte. On ne va pas utiliser le même livre pendant 50 ans parce qu'on va dire qu'il y a pénurie d'argent ou quoi que ce soit. Donc, parce que le contexte évolue. Hein, et il faut donc, à un moment donné aussi, évoluer avec le contexte. Donc ce n'est pas une question de galanterie de dire qu'on veut changer les livres tous les 3 ans alors que les parents sont en train de crouler sous la misère. Comme a dit le copanéliste en disant que les enfants sont en train de vendre la banane ou je ne sais pas quoi au marché Sandaga. Bon, je ne sais pas si c'est la banane qui lui-même était allé chercher là-bas ou bien c'était une enquête éducative. Bon, moi je pense que... non politique. Ah, ok. C'est ce que j'observe. Donc il faisait de la politique au marché Sandaga et il a constaté que les enfants sont en train de vendre de la banane. Quelle solution a-t-il trouvé? À part venir ici nous dire que voilà, l'État a échoué, je ne sais pas quoi. Bon, ces enfants sont en train de vendre la banane, je ne pense pas que ce soit un problème du ministre ou je ne sais pas quoi. Madame l'enseignante a parlé de 20% de taux de réussite. Voulant dire que ça veut dire que les Camerounais sont médiocres ou quelque chose. Soit. Moi, je peux plutôt croire que c'est un signe qui dénote du sérieux que les gouvernants veulent donner à l'éducation. Ça veut dire qu'on aurait aussi pu dire, puisqu'on prétend qu'il y a la corruption partout, que ces enfants, au lieu de 20%, on aurait pu aussi mettre que 80% pour donner des notes aux gens. Maintenant que l'État essaye d'être, on appelle ça quoi, rigoureux, apparemment c'est aussi un problème. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que être opposant n'est pas un métier. Bon, ça a été compris différemment par certains copanélistes. On ne va pas spéculer là-dessus. Mais moi, j'étais en train de dire... ne veut pas dire faire échouer tout le monde. Hein. En Occident, ils sont rigoureux, mais c'est 100%. Hein. Il faut assurer l'éducation des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, l'éducation... Non, l'éducation... Quand on dit qu'il faut 10 de moyenne, oui. Hein, s'il n'y a que 5 personnes, s'il vous plaît, s'il n'y a que 5 personnes... C'est pas normal, il faut que tout le monde puisse avoir 10. Il faut le laisser poursuivre. Bon, s'il faut 10 de moyenne, s'il n'y a que 5 élèves qui ont 10 de moyenne, on va s'arrêter à 10 de moyenne et c'est de la rigueur, tout simplement. C'est pas autre chose. Maintenant, vous estimez qu'il faudrait amener un système pour que tout le monde ait 15 de moyenne parce que c'est faisable. Oui. Nous ne sommes pas dans une... ce n'est pas le bâton magique. Ce n'est pas un bâton magique. Donc on ne peut pas cautionner et dire qu'il faut absolument que les enfants aient 15 de moyenne. Donc regardons l'encadrement de nos enfants. Aujourd'hui, un enfant, au lieu d'aller à l'école, il est plutôt en train d'utiliser son iPhone ou je ne sais pas quoi, etc. Vous n'allez pas dire que, peut-être que vous allez dire que c'est un problème de l'éducation nationale, mais aussi il faut comprendre que le contexte s'y prête. Donc maintenant, il faut que tout le monde mette la main dans la pâte pour qu'effectivement les choses puissent aller dans le bon sens. Et moi je dis que si l'État aujourd'hui dit que quand tu as moins de 10 de moyenne, tu ne passes pas, c'est une bonne chose. Ne croyez pas que ce soit une faiblesse. Non, personne n'a dit que c'était mauvais. Nous disons que nous devons tout faire pour que nos élèves aient 10 de moyenne. C'est bon. Absolument, c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Odile, notez vos réactions, s'il vous plaît. Ça permettra de rebondir après. Laissez-le terminer et aller jusqu'au bout. Bon,
Bon, vous savez, moi je suis en train de dire que nous cessons de tourner en rond. La rentrée scolaire est effective au Cameroun, j'insiste là-dessus. Les enfants qui sont en train de vendre la banane, vraiment, je ne sais pas si c'est le problème. Apollinaire, sur le livre. Etc. Merci, M. Dipita, encore pour la parole. Je voulais ici dire à mon frère, j'enlève bien mes verres pour le regarder. Est-ce que vous êtes ici au Cameroun? À 100%. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce pays? Beaucoup, très bien. Je pense qu'il faut aller même mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Pourquoi? C'est vous l'enseignant? C'est vous l'enseignant? Ce n'est pas un enseignant. Ah, On d'accord. parle ici des situations sociales, économiques dans notre pays, que vous, les gens de LDPC, vous avez détruit pieds. Cette dame ne peut pas mentir. Je suis pas là. Enlever, détruire, piller. Vous voulez que j'enlève chaque fois l'épithète? Oui, parce que vraiment... Mais je veux dire que la vérité, que les LDPC doivent laisser ce pouvoir en 2025 parce qu'ils ont pillé ce pays, ils ont gâté ce pays. Vous voyez. Je ne peux pas être ici pour dire des choses que tout le monde sait que les Camerounais souffrent à cause de ce système, que même l'éducation, ils n'ont pas mis à la base. Que l'entrée académique n'a pas été bien faite. Comme madame... Apollinaire, vous m'embarrassez. Je vous embarrasse. Écoutez-moi une seconde. Oui, allez-y. Vous voyez avec quelle pertinence les panélistes, les autres panélistes, débattent de leurs points contradictoires pourtant, Odile Ngoma, Moïse, attendez une seconde, sans mettre des épithètes, piller, tuer. Non, à partir du moment où vous mettez un qualificatif, ça devient un commentaire qui... Non. Bon, d'accord. Bon. Je dis, il y a l'école hier, non? Il n'y a pas, c'est mitigé. Vos enfants sont pas là à l'école hier? Mais si mes enfants partent, ce n'est pas tous les enfants. Comme il a dit, monsieur... Vos enfants sont là à l'école hier? C'est pas tous les enfants. L'école où sont partis est pillée. Oh là là. Je dis c'est mitigé. Vous voyez Monsieur Guidja vous dit, à Sandaga, il y a des enfants qui vendaient la banane. Vous m'envoyez embarrassé. Enseignant, monsieur Guidjol lui dit, ok. Non, il n'est pas mon Vous m'envoyez embarrassé. Vous pouvez défendre vous pouvez être contraire, vous pouvez défendre vos points, vous pouvez être critique, je sais que sans forcément vous ne voulez pas qu'on dénonce, c'est que RDP est en train de... Incroyable. Alors là, ça devient... Non, là je vais me fâcher. C'est une obsession. Non. Vous ne pouvez pas dire que je ne veux pas qu'on dénonce ce que le RDPC fait. Je ne suis pas militant. Mais pourquoi donc elle a mais que... les termes que vous utilisez ne sont pas corrects. Pour la télé, ce n'est pas correct. Bon, je dis que quoi alors? Que le RDPC a fait quoi pour la rentrée scolaire académique 2024? Essayez de faire comme les précédents panélistes. Moi, je ne peux pas utiliser le mensonge. Personne ne ment. Personne ne ment. Moi, je dis la rentrée académique était mitigée. D'accord. Et que... Nous sommes sur le livre. Le problème de l'OTS d'abord. Je ne sais pas si nous sommes sur le livre. Nous sommes sur le livre. Je vais revenir. Nous sommes sur le livre. En ce qui concerne d'abord l'OTS. Nous sommes sur le livre. On revient pour le livre. Oui. Comment se fait-il, vous qui avez étudié Mamadou et Bineta, comment vous avez étudié les IPAM? Peut-être c'était pas votre époque, je ne sais pas. Mais vous savez combien de temps vous prenez le temps? Comment vous pouvez dire que c'est facile de... Nous évoluons, monsieur. Mais monsieur, on évolue avec de l'argent ou avec le caillou. Nous parlons en termes de business. Ouais. Je pense qu'il faut être sérieux dans ce que nous disons dans ce Et qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Nous sommes là pour défendre les Camerounais, les plus démunis. Nous sommes là pour dire que ça ne peut plus se passer comme ça. Les Camerounais sont fatigués et je pense que nous sommes là pour dire que non, ce système ne peut plus continuer. Oui, sur le livre. Écoutez, je vais parler sur le livre. Ça fait 5 minutes que vous avez la parole, regardez sur le livre. Je vais parler sur le livre que le livre ne peut pas être un business pour les gens de M. Guidjol, pour M. Mouelé, qui cherche à tout prix chaque fois changer les livres pour se faire un gain, comme Mme Mahop est en train de dénoncer. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, 2024. Oui. Cet argent que vous prenez depuis des années, vous avez fait quoi avec? Vous avez fait quoi avec cet argent? Ni avec ce que le budget on a donné pour les établissements. Vous même avec les livres, vous ne faites rien avec ça. D'accord, merci Moïse, sur le livre. Le livre, nous le savons, Madame le ministre a décidé que depuis un certain nombre d'années, tous les 3 ans, désormais, le livre est changé. Non, ça c'est la commission... Voilà, la commission nationale du livre. Voilà, comment s'appelle encore Madame Professeur Vouda et toi, voilà. C'est pas Madame le ministre qui a décidé. Mais c'est elle qui décide de mettre au programme. Non, c'est la commission fait un travail de recherche et donne des conclusions. Et puis... Avançons, et parfois on se retrouve qu'il y a des livres qui sont mis dans des programmes en classe de 5e et on décrit qu'il y a des scènes obscènes là-dedans et qu'il faudrait les retirer. Bon, ok, c'est pas grave. Ce qui est vrai, c'est que pour le parent que je suis, le livre n'est pas disponible. Les livres ne sont pas disponibles et il faut que les gens puissent accéder aux livres. Et alors, aujourd'hui, nous bénéficions de l'expertise
de Mme Odile sur le plateau et je demande à un moment, parce que là c'est au-delà des partis politiques, Auguste. Il faudrait que nous comprenions ici que nous payons des frais exigibles et que ces frais exigibles sont calculés sur la base d'un certain nombre de points précis. Et que là-dedans, il y a le livre. C'est-à-dire que le parent contribue pour qu'on ait des livres dans les bibliothèques, ces livres au programme, et pour permettre que les enfants y aillent de temps en temps consulter les livres et donc pouvoir être au même niveau que les autres. Est-ce que les bibliothèques fonctionnent dans nos établissements scolaires? Est-ce qu'elles existent? Pour quelques-uns, oui, mais pour la plupart, non. Et elle l'a dit, 70%. Et même quand ça existe, on veille à ce que les livres au programme n'y soient pas. Voilà, 70% des établissements scolaires se trouvent dans l'arrière-pays. Et comment est-ce qu'on va faire pour que le livre y accède? Là, le problème des routes revient. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous ne pouvons pas parler de l'école sans parler du tout, sans parler de la gouvernance. Sans parler de la gouvernance, et c'est un gros problème. Et tout cela est lié. Alors maintenant, ce livre auquel on n'accède pas, moi j'ai de l'argent, je vais acheter des livres pour mes enfants, sauf qu'il n'y en a pas. Vous allez à la librairie, moi généralement au mois de juillet, je suis prêt, j'achète des livres, les cahiers. Maintenant, les cahiers même, pas des livres, mais le cahier même c'est un gros problème. Mais on ne peut pas acheter. Non, vous allez voir un enfant qui est au cours élémentaire 1, on lui dit qu'il faut un cahier de résumé de 400 pages. 400 pages. Nous sommes en pleine fiction. Là. Non, c'est pas de la fiction. Je l'avais même dans les poches tout à l'heure. J'ai acheté des cahiers aujourd'hui. 400 pages. Maintenant, il faut aussi expliquer que les 400 pages, on lui dit qu'il faut deux cahiers. On lui dit qu'il faut 2 cahiers. Non, attention. Aujourd'hui, ce n'est plus comme nous faisions Histoire Géo. Histoire Géo, on avait un enseignant et on avait un cahier qu'on subdivisait en 2 ou 3 parce qu'il nous donnait même de l'éducation civique. On avait ça. Aujourd'hui, on exige un cahier de 300 pages, donc 248 pages pour l'histoire, un cahier de 248 pages pour la géographie, et c'est à peine si on a utilisé le tiers à la fin de l'année. Le vrai problème aujourd'hui, surtout, il faut ajouter cela les problèmes d'OTS et OTA, l'année qui impacte, on donne quelques cours, et puis tout cela, c'est que pour acheter seulement les cahiers d'un enfant, d'un écolier de cours élémentaires, c'est bien dur. Donc le problème des livres est un problème économique. Il est un problème de business et un des problèmes également auxquels font face les parents dont les salaires, pour la plupart, n'existent pas. N'oublions pas qu'au Cameroun, le SMIC est encore, je ne sais pas, à 36 000 francs. Et dans tout cela, il y a eu des casses dans les villes comme Douala, parlons de Douala, où on a déguerpi les gens partout en pleine année scolaire, à Dikolo, à Issel, à New Belle Aviation, et que ces parents aujourd'hui doivent se chercher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ces parents doivent chercher où déjà se loger, ils n'y arrivent pas facilement, et au même moment, ils doivent envoyer les enfants à l'école. Ne faites pas de la fixation sur un commandant. Je suis fier d'être un enfant de commandant, s'il te plaît, monsieur. Ok, vous allez dire un mot sur le livre. Aujourd'hui, je plaide même pour les enfants qui se retrouvent à Yukadouma, pour qu'ils puissent accéder au livre et donc qu'ils puissent être formés de la même manière que ceux qui sont au centre de Yaoundé, à l'école du centre. D'accord. Sur le livre, et puis on aura 5 minutes pour parler de l'enseignant. Oui, sur le livre, je vais dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Comment cela? Oui, je suis en train d'insister sur la grandesse de l'éducation qu'il y a eu. Et c'est à ce moment que les enseignants avaient la latitude, mieux que nous, ici, qui défendons nos chapelles politiques, à implémenter ces revendications. Mais par contre, ce que moi je sais, c'est qu'il y a eu une onction. Madame le ministre, tout va bien, allons-y pour la rentrée. Les enseignants l'ont dit. Forcément, c'est pour ça qu'après la messe, pourquoi? Après la messe, qu'est-ce qui devait se passer? Dire que vraiment nous ne sommes pas là, on ne peut pas commencer. Mais maintenant, après... ils peuvent poser leur doléance, relever les insuffisances et puis se dire que peut-être progressivement, ou du moins laisser les pouvoirs publics apporter des réponses à tout ce qu'ils font. C'est la même chose, c'est une question de sémantique. Non, c'est pas une question de sémantique, parce qu'ils ne vont pas dire à Madame le ministre, si on n'a pas ça, comment on ne fait pas la rentrée? Je suis très sérieux en disant que c'est une question de sémantique. Parce que je suis en train de dire que la rentrée scolaire 2024-2025 est déjà en chemin et elle est en train de se faire. Et vous venez de le dire tout de suite. Peut-être qu'ils ont dit que, écoutons, commençons doucement et on va améliorer. D'accord. Donc c'est tout. Le reste, ce n'est que spéculation.
On parle de l'enseignant. Moïse, on a vu les mouvements OTS. Un certain nombre de revendications avaient été posées sur la table. Certaines ont peut-être eu écho, d'autres toujours pas. Aujourd'hui, rentrée scolaire, les enseignants, Moïse. Le Social Democratic Front a pris fait et cause pour les revendications des enseignants. Dans tous les cas, nous pensons qu'il faudrait qu'on essaie d'appliquer plus de justice sociale. Et nous sommes focus, déterminés à accompagner les enseignants dans leurs revendications pour l'amélioration de leurs conditions salariales et de leurs conditions, leur traitement salarial et de leurs conditions de travail. Il faut que cela soit amélioré. Nous pouvons le dire aujourd'hui, je passe sous le contrôle d'Odile Kelwa, que les enseignants semblent être l'un des corps qui ne sont pas traités avec le maximum de dignité. Tout au moins le minimum, je veux me dire le minimum de dignité. Et hier, c'était une profession très noble et tout le monde voulait être enseignant. Aujourd'hui, c'est avec dédain qu'on regarde les enseignants qui n'arrivent pas à boucler, à boucler leur fin du mois et arrondir les angles. Donc nous disons que nous sommes aux côtés des enseignants et nous continuons à interpeller le gouvernement pour essayer de tout faire pour que les enseignants puissent être traités de manière plus digne. C'est quand même eux qui distribuent le savoir. Et vous savez que si ces messieurs n'inculquent pas les notions de base qu'il faut dans notre société, c'est une grosse perte pour l'avenir. Donc il faudrait que nous le disons, que nous fassions tout pour avoir de bons enseignants, que ces enseignants retrouvent la motivation nécessaire pour enseigner nos enfants. J'ai eu affaire à une enseignante qui me disait en juillet dernier, qui est venue me dire: mon père, tu ne me verras plus à la rentrée scolaire. Hein. J'ai demandé qu'on m'affecte parce que moi, ça fait 7 ans qu'on m'a affecté ici. Ma famille est loin du côté de l'Est à Batouri. Je suis affecté ici à Douala et puis je n'arrive pas à m'en sortir. Il faudrait que je reparte. Il faudrait que je reparte retrouver mon mari, retrouver mes enfants parce que vous qui êtes là-bas devant, demandez simplement qu'on retourne au système qui voudrait que la femme doit rejoindre son mari à son poste d'affectation. Et vous voyez que ce genre de méthode participe même parfois à la séparation des couples. Et il va me dire de ne pas parler de ça, mais c'est des incidences. Tout cela, il faudrait que le gouvernement dont vous avez en charge réétudie ce problème avec tout cela participe. Je ne veux pas parler du code de la famille, etc. C'est vrai, les femmes veulent s'épanouir davantage, nous sommes d'accord qu'elles s'épanouissent, mais nous avons aussi la nécessité de protéger les couples, et la cohésion sociale le veut. Donc, les enseignants aujourd'hui n'y arrivent pas. Il y a eu ces revendications OTS et ces revendications OTA qui ont impacté d'une manière aussi considérable, il faut reconnaître, Odile, les résultats scolaires de l'année dernière. Et puis, cela commence à durer. On leur a fait des promesses, tout cela n'avance pas, mais les enseignants, chaque année, ils sortent des écoles et ils sont dans le besoin. Et il faudrait donc que le gouvernement puisse être prompt à résoudre le problème des enseignants autant qu'ils résolvent les problèmes de football. On y arrive. Odile. Quand il faut débloquer le milliard pour le football. On va peut-être faire 2 minutes, parce qu'il va nous rester encore. C'est très propre. Monsieur Dupita, je dis tout simplement que l'enseignant, c'est celui qui a le savoir. C'est lui qui inculque le savoir. Il doit avoir le minimum. Et à l'heure actuelle, l'enseignant n'a pas ce minimum. Déjà, en dehors de son salaire qui est divisé, parce que quand il sort, quand on réussit à lui prendre en charge, on ne lui donne même pas tout son salaire. On lui donne en partie, l'autre partie est quelque part, etc. Même la petite partie qu'on lui reverse ne lui permet pas d'assurer le minimum. Je dis bien le minimum. Ne regardons pas seulement les enseignants de Douala et de Yaoundé. Regardons les enseignants qui sont dans l'arrière-pays. Vous savez, les enseignants souffrent énormément. Ils arrivent dans des zones assez enclavées. Personne, pas de logement, pas de prise en charge, on ne s'occupe pas d'eux. Dans les autres corps, ce n'est pas comme ça. On assure au moins le minimum pour que l'enseignant ait le courage de travailler dans des conditions trop compliquées. Déjà, le contexte, ça veut dire le bureau de l'enseignant, c'est ça de classe. Il n'y a aucun confort là-bas. L'enseignant se bat comme il peut, sans chaise, sans bureau, s'asseoir, il est là, il fait ce qu'il peut.
Maintenant, quand il finit, il faut qu'il commence à réfléchir là où il va dormir, dans quelle case, dans un village, il va aller. C'est tellement compliqué. Ce sont des situations qui n'encouragent pas. L'État a intérêt à s'occuper des enseignants, de la carrière des enseignants. Ça fait partie de l'éducation. Tant que cela n'est pas le préalable, la rentrée, les élèves seront en classe. Qui va venir les enseigner? Les enseignants sont encore dans les Sissongo. Je voulais demander une seconde, je peux permettre que quelqu'un récupère à Auguste. C'est lui qui prend la parole après. D'être notre porte-voix pour que le président de la République accepte de signer le statut de l'enseignant. Voilà le gros problème. Il faut que ce statut soit signé et le plus rapidement possible pour pouvoir débloquer ce nombre de situations. Donc les enseignants ont la volonté, ils ont l'amour de leur travail, mais quelquefois ils n'ont même pas le transport pour aller enseigner. Compris. Auguste. Les enfants vont être dans les salles de classe. Qui va s'en occuper? Vous serez le porte-voix de cette doléance, revendication? Absolument. Si c'est une doléance qui est pertinente, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas portée à qui de droit. Mais seulement, je voulais dire qu'on a dépeint l'enseignant comme quelqu'un qui est totalement mis en quarantaine dans ce pays. Mais je sais qu'à chaque année, je dis bien à chaque année, il y a des gens, des Camerounais, des Camerounaises qui postulent à être enseignants. Donc c'est un paradoxe incroyable. Donc ceux qui sont à l'intérieur disent que on est en train de nous tuer et d'autres sont en train de vouloir entrer. Je ne dis pas que ce soit l'apanage, ça veut dire que les enseignants soient bien lotis. Non, nous comprenons que l'enseignement, compte tenu que c'est eux qui doivent inculquer le savoir aux enfants ou bien aux personnes dont certainement le traitement n'est pas le mieux qu'ils auraient pu souhaiter. Mais l'État fait les efforts comme il peut. Et c'est pour ça que je dis que chaque année, il y a des gens qui postulent à être enseignants. Donc ce n'est donc pas un métier d'enfer, comme cela veut être dépeint dans ce plateau. Et je pense que par rapport au statut général de l'enseignant, ce n'est pas une invention de ce plateau. C'est quelque chose qui est en train d'être mis sur pied. Et peut-être la vitesse n'est pas celle de tout le monde. Ce n'est que ça qui est comme problème. Bon, il dira que ça fait 42 ans que ce n'est pas encore mis, peut-être qu'à la 43e année ou à la 44e, nous avons encore au moins 3 mandats, il n'y a pas de problème. Sur la question des enseignants de l'école, pour parler du sport, on termine avec vous sur l'enseignant. Tu sais très bien que j'ai beaucoup d'affection pour toi. S'il te plaît, laisse-moi un peu sortir un peu ce qui est dans mon cœur. Mais je vous laisse parler, à condition que les codes de communication soient corrects. Non, ces codes de communication sur les problématiques des enseignants, il faut que je le voie ici, probablement. Vous saviez, monsieur député, vous connaissez que beaucoup des enseignants sont au Canada. Pour ne pas parler des médecins. Oui, ils ont déserté. Ils ont déserté pourquoi? Monsieur Moulet, je vous dis, vous aviez échoué. On a bien compris. Mais c'est pour dire quoi? Comment vous payez des enseignants un salaire misérable pour les gens qui vous donnent des bases pour que vous soyez sur ces plateaux, vous et moi? Comment comprendre que le gouvernement de RDPC, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais amélioré les conditions de vie des enseignants? Que M. Guidiot dénonce ici qu'un enseignant affecté à Douala est incapable de se lotir. Comprenez ça, ça fait choc, ça fait mal. Non, je crois que vous devez dire à ceux qui nous gouvernent que 2025, c'est demain et qu'ils ne peuvent plus tourmenter les Camerounais. Ils sont fatigués. Les Camerounais veulent un changement, donner aux enseignants un logement adéquat, faire en sorte qu'il y ait une éducation académique professionnelle. Comme le professeur Moro Kamto est en train de dire comment demain ce pays pourra bien être éduqué dès les bases. J'ai passé là, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto? Non, je dis de la coalition de l'APC que je présente ici. Ah d'accord. Voilà, si vous êtes sur de l'APC, ça veut dire que... Mais j'avais pas cette info au départ. Et Maurice Kamto est devant. Vous voulez dire, tout ce que je veux dire ici, l'opposition veut en sorte que demain... Non, pas l'opposition. Plus ou moins, je suis de l'opposition. Votre parti qui navigue, qui non, je suis de l'opposition. Jeunesse Parti du Cameroun de l'opposition et de la forme de la coalition l'APC. Ceux qui vont nous joindre pour que vous, les gens de l'RPC, vous n'puissiez plus affamer les enseignants camerounais. Et dire affamer et laisser aller au Canada. Ils vont aller au Canada, ils vont rester travailler, avoir un salaire de base, même 250 000 francs CFA, et avoir un logement. Oui, sauf qu'au Canada,
l'immigration au Canada est dans tous les pays. Dans où? Oui, essayez de vous renseigner. Pourquoi le ministère? Dans tous les pays, pourquoi les gens immigrent au Canada. Pourquoi le ministère de l'enseignement, pourquoi le gouvernement a demandé que les fonctionnaires de l'enseignement ne doivent plus sortir ou bien de la santé? C'est ça, gérer Mais un parce pays. que vous avez mal géré ce pays. Oh là là, vous avez poignardé le président pour le dos. Vous calmez-vous. Vous avez poignardé le président de la République. Apollinaire. Parce qu'il vous a fait confiance et en plus vous l'avez trahi. Apollinaire. Oh là là. Il faut que vous le disiez. Apollinaire, Oui. vous pouvez démontrer ce que vous dites. Oui, parce que le RDP s'est mal géré. Pour bien les a fait confiance, il les a donné des postes et à la fin, ils n'ont pas pu gérer. Paul Biya poignardé. Il a été pointé par le dos. Trahir. Par vous, les gens de RDP. Non, parce qu'il ne vous a pas pris comme quelqu'un que vous avez Bon, cité. Non, il vous a pris et vous avez mis à le poste. Et aujourd'hui, vous passez partout à Douala, c'est la saleté, la poubelle. Vous avez trahi votre président. Vous avez trahi votre président de la République. Le président, son excellent Paul Biya, a été trahi. Apollinaire. Donc vous devez laisser pour qu'il puisse avoir notre personne pour gouverner ce pays. Ne faites pas croire que j'ai fait une erreur de casting. Heureusement que vous comprenez que je le dis avec beaucoup de difficultés, vraiment. Non, je pense qu'il n'y a pas... Non, je le dis je me le dis avec beaucoup d'amertume, Apollinaire. Je ne peux pas passer toute l'émission à trouver un compromis de langage avec vous. Non, il n'y a pas un compromis de langage. On va passer au deuxième thème, on va parler des liens indomptables. Transition. Enjeux et conséquences des batailles, s'agissant des liens indomptables, je le rappelle, Marc Brice a fait un match nul tout à l'heure avec son équipe, dans un environnement qu'on sait, marqué de polémiques, marqué de, j'ai failli dire d'anti-jeu, de non-fair play entre les différents acteurs à la prise de décision de cette question-là, la Fédération camerounaise de football en premier, le ministère des Sports à côté, qui se marche sur les pieds dans le sens de l'organisation, du management et de la gestion de cette équipe-là. Malgré un bilan sportif qui est quand même, je veux dire, de 4 matchs joués désormais, pour 2 victoires et 2 matchs nuls, et 7 buts de marqués. D'abord, avez-vous regardé le match, madame, messieurs, sur le plateau? Disons que, M. Dipita, moi j'ai un sérieux problème de sémantique. D'accord. MINSEP, Okay. Ministère des Sports. Et de l'éducation physique. Je n'ai jamais compris pourquoi tout un ministère des Sports est focalisé sur une fédération. Aux Jeux Olympiques, la dernière fois, nous avons vu qu'il y a tellement de sports, nous avons tellement de domaines où les jeunes peuvent trouver des opportunités et améliorer leurs conditions physiques. Pourquoi parler de MINSEP et FECAFOOT? Ça, c'est de la distraction pure et simple. Vous savez, nous sommes dans un pays où on crée des distractions pour empêcher à la jeunesse de regarder les vrais problèmes. Nous sommes dans une année préélectorale. Nous avons des questions d'inscription sur les listes électorales. Les jeunes ne s'inscrivent parce qu'ils passent le temps à longueur de journée de parler d'OFIS et de MINSEP. C'est de la distraction pure et simple. Le sport en lui-même, c'est quelque chose de fantastique pour un pays. Les jeunes des jeunes Camerounais sont talentueux. Ils peuvent être meilleurs. Nous étions aux Jeux Olympiques, il y avait combien de disciplines où on était représentés? Nous avons occupé quel rang? C'est les questions du MINSEP. Ce n'est pas la FECAFOOT. Marc Brice a fait tel score. On a gagné tel match. Et ce n'est pas le football qui est l'unique sport du ministère des Sports. Où sont partis les autres sports? Pourquoi on parle que du football dans ce pays? Les autres sports sont où? Tout un ministère qui passe le temps à bagarrer dans des questions de leadership pour le football. Je dis non, nous sommes dans un faux pays où on crée des faux débats pour distraire les gens. Nous avons des problèmes sérieux dans ce pays. Nous sommes dans une gouvernance qui dure 42 ans. Nous devons nous poser les réels problèmes. Où en est-on avec le sport dans ce pays? Quel avenir a-t-on avec ce MINSEP? Quel est l'avenir du sport? Où en sommes-nous? C'est les questions que la jeunesse, ce n'est pas étoffé, c'est habillé aujourd'hui, la garoua. C'est de la distraction pure et simple. Et moi, je vais même plus loin en disant que ce sont les fils d'un même père qui sont en train de nous distraire dans un faux débat, dans de fausses polémiques qui ne nous font avancer en rien. Qu'on ait gagné un match, qu'on ait fait un match nul aujourd'hui, est-ce que c'est le sport du Cameroun en général qui est mis en jeu dans cette affaire de MINSEP? Donc pour moi, le conflit MINSEP et FECAFOOT, c'est de la distraction pure et simple de ce gouvernement qui passe le temps à abrutir la jeunesse dans des fausses questions, à démontrer que tel a plus d'argent que l'autre,
qu'Etofis a tel plus d'argent que MINICEP est plus beau qu'Etofis. Ça, c'est des faux conflits. Le sport a un cahier de charge. C'est ce cahier de charge qui est important dans un pays. On devait rentrer, évaluer notre participation aux Jeux Olympiques. Nous avons eu quel rang? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer tel domaine? On doit créer tel sport. On doit améliorer ceci. C'est ça le MINICEP. Ce n'est pas le MINICEP. On va juste enlever l'abrutissement. Donc je dis que c'est de l'abrutissement. Je dis que c'est de la distraction. Peut-être. Et je dis que le MINICEP n'a pas à s'occuper de la FECAFOOT. On va enlever l'abrutissement. Moïse. Oui, j'ai regardé le match tout à l'heure. Vous avez pris du plaisir? Énormément. D'accord. Énormément. D'abord parce que nous n'avons pas perdu. Vous avez dit Lion indomptable, je vois bien Lion indomptable, enjeu et conséquences. Bon, sauf que quand vous avez dit Lion indomptable, tout de suite vous avez dit on a joué ce soir. Ça veut dire qu'on a compris qu'on est revenu tout de suite au football. Mais le label Lion indomptable, c'est mardi, samedi. Le label Lion indomptable n'est pas une création du régime de M. Biya. Vous savez, ce nom, c'est le ministre Félix Troyenbok qui va le prononcer pour la première fois. Donc, et puis, il y a un texte qui voudrait que dans toutes les compétitions, quand une équipe du Cameroun est engagée, ou bien même au titre individuel, qu'on les appelle les indomptables. Je voudrais dire, peut-être, comme madame a dit, que moi, c'est pas ce que je veux dire. Je regardais, et je regarderai toujours les Lions dans toutes les disciplines. Quand les Lions sont engagés, quand un Camerounais est engagé, je suis devant l'écran. Je ne voudrais pas qu'on me dise, que ce soit dans le handball, dans le volleyball, dans le football, dans tout. Et tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, par exemple dans le domaine du football, est tout sauf football. Parce que pour le football, les enfants ont joué et je dois les féliciter. Je peux d'autres antennes pour leur dire bravo. Parce que s'ils perdent, moi je m'en fous de ce qu'on leur a donné de l'argent ou alors que les gens discutent dans les tiroirs. Non. C'est pas le problème d'argent, ces enfants en ont déjà suffisamment. Et ils aiment, ils ont de l'amour pour leur maillot. Et il faut pour le maillot qu'ils portent dans le drapeau, il faut les féliciter. Donc, les affaires RDPC ne nous concernent pas au SDF. Mais ici, c'est un problème du président de la République. C'est M. Paul Biya qui dirige ce pays. Et il y a là un problème, ou alors de succession, ou alors de vouloir étaler lui-même au monde entier qui ne gérerait plus ce pays. Il le gère sur les hautes recommandations, les hautes instructions tantôt, et désormais les hautes prescriptions. Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous n'avons pas à nous laisser distraire. C'est à lui que nous demandons des comptes. Il est prompt à faire débloquer le milliard pour 2 matchs de football de l'équipe nationale A. Et tout à l'heure, là, j'ai vu un document qui circule. Il a fait débloquer encore 800 quelque chose de millions, donc presque 1 milliard, la Coupe du Monde, pour envoyer à nos filles qui sont en compétition. Il choisit tantôt de donner ici au MINICEP et de donner de l'autre côté à la FECAFOOT. Tout cela, c'est pour entretenir, peut-être comme dirait madame, c'est pas moi, du flou. Quelqu'un avait dit à un moment, excusez-moi cette expression, qu'on avait zombifié le peuple camerounais. Non, on ne va pas zombifier le peuple camerounais. Le peuple camerounais est bien debout. Le peuple camerounais regarde tout ce qu'il passe. Le peuple camerounais profond sait où il va. Et le peuple camerounais profond sait qu'à un moment, il faut que le président de la République rende compte. Parce que le peuple, c'est lui qui est souverain. Quand vous voulez parler, on vous évoque l'État. Non, l'État, c'est les institutions. Oui, mais le peuple est là, la nation précède cet État. On ne va pas aujourd'hui nous complaire parce qu'il y a un ministre qui a posé tel acte, comme c'est le cas avec les enseignements secondaires ou avec l'éducation de base, non. Ou alors un ministre qui, c'est pas moi, nous avons vu dernièrement des artistes aller demander qu'on leur paye leurs droits au niveau du ministère de la culture ou alors par moment au niveau du ministère de la communication pour revendiquer leurs droits au niveau de la CRTV. Non, on ne va pas se complaire, continuer à être distrait par rapport à ça. Il faut que nous restions focus. Que M. Biya règle les problèmes des Camerounais. Il vaut mieux, et je dis que nous en sommes arrivés à un niveau où on se demande. C'est vrai, nous voulons que les jeunes jouent. Nous voulons que les jeunes jouent. Mais si on doit sortir tout le temps énormément d'argent, parce qu'il faudrait que les gens voyagent
dans les avions, c'est pas moi, de première classe, c'est pas, et aller rester dans les hôtels 5 étoiles pendant une semaine, et qu'on nous dise, qu'il y a 1 milliard de perdus, alors que l'hôpital de Pouma n'a pas de barrière, l'hôpital de Pouma n'a pas de plateau technique relevé, le lycée de Pouma n'a pas de bibliothèque, et que les enfants sont assis à même le sol, comme je l'ai vu hier au lycée, par exemple au lycée d'Ako, j'ai vu un poulailler, j'ai vu un bâtiment en carabote, un autre qui est en construction depuis 7 ans, et il n'y a pas de toiture, l'eau ça sointe de partout, il y a un problème. D'accord. Quelles sont les priorités du gouvernement actuel? C'est ça le problème, ce n'est pas le football. Le football a toujours existé. C'est ce football-là qui a produit le sport en général, qui a produit les Issa Hayatou, il faut le faire son nom, il faut le connaître, c'est de grands sportifs, Kalkapa Malboum, Roger Mila, je ne sais pas, Oman Big, Tofis, Jean Manga Ongene, Albert, Théophile Abega, et j'en passe, ils sont nombreux. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on oublie qu'il y a le volleyball qui existe, qu'on en soit à oublier que Nganou va compétir dans quelques jours, je crois que c'est le 5 ou le 15 octobre prochain, il y a un problème. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ces questions parce qu'il ne nous appartient pas à nous de résoudre ces problèmes. Il appartient à M. Biya qui crée ces problèmes parce que pour lui, c'est un problème de campagne électorale. C'est un problème de campagne électorale. Et de distraction. Et il faut divertir ceux qui se laissent divertir, alors que lui, il est focus sur la campagne électorale et il se sert de tous ces leviers-là pour essayer d'atteindre son objectif. Et après quoi? Quelle est la situation de Glencore? Le problème Glencore, il faut nous dire ce qu'il a fait. Il faut nous dire tout ce qu'on veut savoir. Merci Moïse. Parce qu'on est focus sur si les textes ont dit ça, il a signé un décret, vous avez la parole. Il y a une convention par là. Ce n'est pas à nous de régler ça. Et je demande au peuple de rester éveillé et de rester focus. Le vrai match, c'est les élections présidentielles en 2025 et toutes celles qui suivront. Je ne peux que continuer dans le lancer de M. Guidiol pour dire qu'on laisse un peu ce qui se passe entre Hibou, Églisiens, ou bien c'est quoi, je ne sais pas, c'est les Hibou, ou bien c'est les gens me disent ça des Églisiens, les églises, tout ça là. Non, en effet, c'est pour un peu s'amuser. Aujourd'hui au Cameroun, on a essayé un peu de prendre les Camerounais un peu comme des moutons. Des marionnettes. Des marionnettes, c'est-à-dire les élections sont proches en 2025. Plus de 3 mois, 4 mois aujourd'hui, on parle des problèmes de l'Africa Foot. En janvier, déjà, d'ici peu, il y aura les inscriptions en janvier. Nous sommes à 2 mois ou 3 mois fin de l'année. Si le corps électoral n'est pas convoqué avant. Mais ça, c'est peut-être. Et on n'a pas parlé encore de Africa Foot. Moi, je crois que nous sommes déjà. Le corps électoral sera encore convoqué pour quelle raison? Mais attends, il peut être convoqué à tout moment. À tout moment. Il peut être convoqué. Qu'est-ce qui empêche qu'on le convoque à tout moment? Il peut arriver un cas de force majeure. Allez-y, on referme la brèche. Oui, donc c'est pour dire vraiment que les Camerounais doivent penser à leur devenir que de penser au football et à ce qu'on a de nous divertir. Ils oublient que Kangate, l'hôtel souterrain, pour ne pas parler de tous ces détournements qui tournent autour du football et qu'on ne voit pas exactement ce que le sport a apporté depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. On tourne autour, on met auto devant, on change, on met Eto-Fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, mon problème, ce n'est pas Eto, ce n'est pas le ministère du Sport. Comme M. Guidiol l'a dit, c'est les gens de LDPC. Que le président Paul Biya sonne la cloche, qui dit arrêtez, on vous a vu, laissez ça et laissez que l'Africa Foot prenne sa position sous tutelle du ministère et que le ministère du Sport puisse travailler en synergie avec le ministère du Sport afin qu'il puisse avoir une symbiose. Moi, je ne vois pas pourquoi chaque fois on doit prendre les problèmes de l'Africa Foot tout le temps dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Animer la galerie avec. Et ce n'est pas logique, monsieur Dipita. Voilà ce que je voulais dire. Auguste. Je suis content que la jeunesse patriotique trouve que c'est le président Paul Biya qui doit siffler la fin de la récréation. Ça veut dire que la diversion, où ils sont en train de s'engouffrer par le match de football.
Donc, ils reconnaissent que c'est le président Paul Biya qui est seul capable. À défaut de ça, eux-mêmes ne pourront pas comprendre que c'est la diversion. Donc, je suis content de ça. Il est le chef de l'État, chef suprême. Merci beaucoup. Voilà. Par rapport au match, je veux parler des 2 matchs. Je n'ai pas pris un seul petit plaisir à les regarder parce qu'il n'y avait pas de panache, il n'y avait rien. En fait, je constate que, pour ma part, Marc Brice est tout sauf un entraîneur de football. Ça veut dire que c'est vrai qu'il a 2 matchs gagnés et 2 matchs nuls, mais il n'y a pas de panache dans ce résultat parce que Marc Brice est là pour dire que, écoutez, je suis le protégé du ministre des Sports, etc. Donc ça, ce n'est pas le travail d'un entraîneur de football. Donc effectivement, vu sous cet angle, peut-être que ça peut donc être ça qui peut être pris comme de la diversion par rapport à cette situation. Ah, donc vous connaissez ça? Que c'est la diversion, enfin, vous en avez ce qui peut être pris comme de la diversion. Mais vous sortez ce mot. Ce n'est pas l'épithète, peut-être, excusez-moi, monsieur le député, si c'est ça. Moi, vous allez m'aider peut-être. Je vais continuer sereinement à dire que je donne des félicitations particulières à Etofis qui jusqu'à maintenant est resté serein et n'a pas voulu être excessif. Parce que si Etofis, en tant que président de la FECAFOOT, voulait faire appliquer les tests à la LEC et qu'il n'était pas dans la conciliation, que le Cameroun serait déjà suspendu. Parce qu'effectivement, c'est la FECAFOOT qui gère certaines affaires de football. Quand vous avez des joueurs qui sont convoqués par la FECAFOOT et qui se retrouvent dans un autre hôtel, qui n'est pas un hôtel de la FECAFOOT, je vous assure que si jamais Eto'o n'avait pas de l'étoffe, ça pourrait être... Vous savez qu'à la décharge du ministère des Sports, il se réfère en général au discours du 10 février du président de la République. Je ne sais pas dans quels critères ce discours se retrouve dans les instances de la CAF et de la FIFA. Donc, à toute chose... Toujours est-il que le ministre des Sports se sent investi d'une mission présidentielle sur très haute instruction. À la limite, un diagnostic fait par Paul Biya lui-même. Une mission divine. C'est le président qui l'a mis en mission et qui se sent le devoir, à la suite d'un constat fait par le président lui-même, d'un certain nombre de dérives, d'un certain nombre de manquements. Je pense le ministre ne s'est pas levé pour prendre les initiatives qu'il prend là. En fait, je sous-entends, si je m'en tiens, voilà, je le redis. Je pense donc qu'il faut recadrer les joueurs pour qu'ils reviennent à leur proportion de joueurs. D'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les joueurs soient capables de se pavaner à gauche et à droite, à vouloir se choisir eux-mêmes les staffs techniques, etc. C'est ça qui est un grand problème dans cette situation. Et c'est pour ça que je félicite Eto'o, qui n'a pas été excessif jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il aurait juste fait un rapport pour dire, ben voilà, je n'ai plus une équipe, que Marc Brice, je ne sais pas où il se serait mis pour continuer à fanfaronner. Vous n'aimez pas certains termes? Non, pas du tout, justement. Il ne faut pas l'employer. Bon, nous continuons en disant que les gens s'étonnent que des milliards soient débloqués pour le football. Mais en même temps, ils ne se demandent pas quelles sont les retombées. Que retombées? On parle de l'hôtel souterrain. Olympique, c'est ça que je parle. Calmez-vous. Non, il faut qu'on... Nous parlons de la CAF et de la FIFA. Quelles sont les retombées? Quelles sont les retombées? C'est ce que je veux dire. Mais écoute, ne l'arrête pas. Quand une équipe va à la Coupe du Monde... Il ne faut pas qu'il mente, ça fait mal. Oh là là. Quand une équipe va à la Coupe du Monde, vous ne savez pas qu'il y a des retombées? Non. Quand une équipe gagne une Coupe d'Afrique, vous ne savez pas qu'il y a des retombées? Dites-nous. Ok, donc on aura tout un plateau pour qu'on puisse expliquer ça. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut quand même qu'on reste dans nos bottes. Je félicite aussi le gouverneur, parce qu'en fait, le gouverneur du Nord a pris sur lui d'essayer de recadrer certaines choses. Et il faut déplorer que ces choses se soient répétées alors que le Premier ministre du Cameroun a pris des décisions pour apaiser cette situation. Donc on ne peut pas encourager ça, contrairement à ce que vous pensez, que dans notre parti, on laisse tout passer, on laisse tout regarder. Quand ce n'est pas bon, on dit c'est pas bon. Donc il n'y a pas de raison qu'un Premier ministre prenne des décisions à dire que comprenez, essayez d'aller dans ce sens et que le match d'après, il y ait encore d'autres choses. Et je pense qu'effectivement, il risque d'avoir des conséquences assez graves par rapport à ces manquements. Et comme nous n'allons pas nous attarder sur ces trucs, je pense que la grande solution pour qu'il y ait de la sérénité au sein des Lions, c'est le départ de Marc Brice de la tête des Lions.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le départ parce que Marc Brice n'est pas là comme un entraîneur, il est là comme quelqu'un qui dit, écoutez, on lui a dit que Etofi, ça serait une grande tête au Cameroun. Vous avez de continuer votre ministère de sport. Je ne sais pas comment vous comprenez, mais je suis en train d'expliquer une situation. Maintenant, ça dépend de comment vous comprenez les choses. Moi, je comprends que Marc Brice est du ministère de sport parce qu'il rend compte au ministère de sport. Et alors? Et vous êtes de RDPC, je vois que le ministre... Je vous laisse modérer le plateau. Non, est-ce que c'est le RDPC qui a dit ça? C'est vous qui le dites, vous êtes... Apollinaire, il est en train de développer, vous l'avez arrêté. Non, allez-y. J'étais donc en train de dire que pour qu'il y ait la sérénité, parce que les propos avancés par Marc Brice face à une légende, face à son patron, c'est des actes que dans d'autres pays, il ne serait plus dans ce pays. Donc c'est pour ça que je dis que Eto'o, jusqu'à toute proportion gardée, reste quand même une grande personnalité qui essaie de gérer ça d'une certaine manière. Mais je ne pense pas que le cas de Marc Brice soit élucidé après ces 2 matchs, parce qu'il faudra bien se pencher là-dessus. Soit il va faire des excuses, à plate couture par rapport à ces débordements, et qu'il reste un entraîneur de football. C'est pour ça que je dis aussi que même les encadreurs, parce que nous parlons de matchs de football et de l'avenir, quand vous voyez un certain âge, je pense que c'est la jeunesse, même comme il a 29 ans, je pense, qui dit, écoutez, Marc Brice, c'est mon patron, etc. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas compris certaines choses. Et donc, je pense que il faut revenir sur terre et que l'équipe nationale du Cameroun, qui est l'équipe Fagnon et qui a un statut particulier parmi toutes les équipes, ça veut dire que, à part l'équipe nationale qui a un statut particulier, c'est pour ça que vous êtes en train de dire, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas Michel Nganou qui part en novembre, etc. Nganou en partant en novembre, on a tout le temps de s'occuper de Nganou. Pourquoi une équipe doit avoir un statut particulier? Pourquoi un sport a un statut particulier? Ça, c'est une mode de gouvernance. Pour le moment, de RDPC, qui abandonne tous les autres sports pour donner un statut particulier à un seul sport et à faire un débat national qui distrait. Ce n'est pas le RDPC qui a fait un débat national. Nous avons un pays à gouverner, un pays à diriger. Ce n'est pas vous qui gouvernez le pays. Oui, mais pourquoi consacrer toute l'énergie à un seul sport? Ne vous occupez pas de ça. Pourquoi? C'est notre pays, ça nous concerne. On doit s'occuper de quoi? Du conflit entre 2 personnes. Est-ce que... Ce qui nous intéresse, c'est le sport du Cameroun. C'est ce qui vous intéresse, vous? Nous, les populations. Non, parce que nos enfants on a des enfants qui ont des talents ailleurs. On a besoin que ces talents-là soient vus et su. Donc vous êtes porte-parole de ces enfants? Nous sommes porte-parole, nous sommes des anciens. On passe le temps à amener les élèves à faire des sports. On a des PS à l'école, on a des talents. Pourquoi est-ce qu'on doit tuer tous ces talents? On a tué aucun talent. Vous laissez Auguste terminer. Parce qu'on encadre pas ces jeunes. Dans la projection. Les sports individuels sont abandonnés totalement. Okay. Et on passe le temps à parler quelqu'un a son mandat. Ce n'est pas quelqu'un. Vous avez 42 ans, vous avez détruit ce pays pendant 42 ans en tuant tous les On revient encore avec le mot détruire ce pays-là. Maintenant, vous dites que vous avez un mandat. Enlever, détruire ce pays. Personne n'a détruit le pays. Quelqu'un. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Surtout. Sauf que tous les Camerounais ne sont pas présidents. Tous les Camerounais ont le droit à s'épanouir dans leur domaine. Sauf que tous les Camerounais ne sont pas présidents. Est-ce que le président est un mauvais président, il doit partir. Ah là 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 là. C'est pour cela qu'on doit le censurer. Et là, parce que vous avez profité de s'aimer. Le seul coureur, athlète que vous avez mis dans votre team pour dire que c'est... Il est on va enlever, vous avez détruit le pays, on va enlever le président, et un mauvais président il doit partir. On va enlever ces deux. Vous avez quand même réussi à voir dans votre cacophonie. Vous terminez, Auguste. Dans votre cacophonie, vous avez quand même réussi à voir que Sémé a été mieux loti parce que lui... Mais il n'a pas été formé au Cameroun. Ah ben, mais ça reste un Camerounais. De lui. Terminez, Auguste. Oh là là. Bon, je pense que... Vous avez terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement. Et vous ne pouvez plus faire ce travail. 42 ans, vous avez déjà fait ce que vous avez. Parce que vous êtes conscient du fait que... On est conscient qu'il faut... Vous êtes conscient du fait que... On est conscient qu'une nouvelle dynamique doit prendre la relève en 2026. Oui, mais on a besoin qu'on est conscient que les talents doivent émerger en 2026. Quand vous commencez à raconter la AFP ou je ne sais pas quoi, qui du G20 pour aller à la AFP maintenant, qui parle de... Vous êtes PC. Vous n'avez pas encore fait une alliance. Pas encore pour le moment. Alliance de quoi? Ah, d'accord. Non, ils sont dans l'autre alliance. Alliance pour... oui. Ah, d'accord. Vous êtes dans l'AFP. Ok, vous comprenez. Alors, Audi, vous avez la parole. Maintenant, on essaie d'aller dans la projection. Le Cameroun, on joue en octobre. On va faire Kenya en aller et retour. Toujours dans le cadre de ces éliminatoires-là. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de l'optimisme quant à les bruits extrasportifs que l'on rencontre autour de cette équipe pour retrouver une sérénité confortable afin que l'équipe qui s'est peut-être
fasse des résultats probants. Madame. Pour revenir à l'équipe nationale de football, nous avons connu le Cameroun des années 90. Bien sûr. Nous avons vu le Cameroun jouer au football. Il n'avait pas moins de problèmes. Hein. Oui. Maintenant, nous voyons aussi le Cameroun jouer au football. Et nous pensons que Eto'o-Fils est un grand footballeur, c'est un grand responsable, c'est un grand président. Mais à l'heure actuelle, le football va très mal parce que ce désordre entretenu par le ministère ne permet pas l'épanouissement de la FECAFOOT. La FECAFOOT, à mon humble avis, doit gérer le football avec son président et le ministère fait la supervision comme partout, pas s'immiscer au point de créer la cacophonie qui est à l'heure actuelle. Je rappelais tout à l'heure le contexte dans lequel le ministère s'est retrouvé au devant de la scène, non, dans cette histoire-là. Mais ils n'ont pas à se retrouver au devant de la scène. On aurait dû faire quoi? À un président. On aurait dû laisser, peut-être à titre de rappel encore, le discours du 10 février de Paul Biya qui a fait le constat de l'échec du management le management de la FECAFOOT, ça veut dire il dit que le président de la FECAFOOT gère mal. Je pense non, qui souhaite avoir des résultats un peu plus patents. Le président de la FECAFOOT aurait des résultats si l'entraîneur qu'il avait choisi pour le Cameroun avait été validé. Jusqu'à ce que le ministère impose Marc Brice. Et nous voyons là où ça nous mène. Laissez le président de la FECAFOOT faire le choix des personnes qui doivent encadrer le football. Et il est garant des résultats. Parce que quand on ne laisse pas un président faire ses choix, comment voulez-vous qu'il justifie le résultat de l'autre personne? D'accord. Apollinaire, sur la projection, on n'a plus que 10 minutes. Hein. Chacun aura 2 minutes de parole. Je te rappelle, la jeunesse, partie que je préside, JPC. Non, vous ne présidez pas la jeunesse, vous êtes dans un... Non, c'est le nom de son parti. Oui, mais Jeunesse patriotique du Cameroun. Non, il est président régional, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est président national? Il est président national, non, je pense. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Donc vous avez réussi cet exploit? C'est le président, c'est votre ancien allié. Hein. Ah, il a soutenu votre candidat en 2018. Il est en train de faire un peu de lesbo, mais grâce à lui, vous êtes au pouvoir. Non, non. Mais il vous a porté les voix. Et pourquoi il est resté? Ah, je ne sais pas. Ah ben voilà. Non, moi, je ne vais pas revenir sur ça. Tu te rappelles que je suis de la coalition de l'APC de Ramniche. Actuellement, oui. Exactement. Mais il faudrait que vous le sachiez que la jeunesse patriotique du Cameroun, JPC que je préside, from today, joining not only CRM, FCC, but the coalition of EPC. Pour dire quoi? Que nous ne sommes plus là, dans l'Antiquité, pour encore embrouiller les gens sur l'ambiance du sport. Je vais revenir sur le sport comme il a dit, mais je ne suis pas focalisé dans le sport. Mon problème, c'est que vous, les gens de RDPC, depuis des années, le football unissait les Camerounais. Il n'y avait pas de tribalisme, il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait pas de problème de stade, il n'y avait pas de problème de détournement, il n'y avait pas de problème. Mais vous aviez pris le sport pour faire de ça un Capernaum, où les gens se trouvent, c'est-à-dire la maison, je veux dire quoi en je veux dire quoi oui, le Ropeto, comme vous avez dit. C'est ça le Cameroun aujourd'hui que vous voulez nous amener avec le sport pour que, comme il m'a dit le monsieur Dipita, qu'est-ce que le Cameroun pour le match qui va venir? Que le Cameroun gagne ou qu'il ne gagne pas, que 2025, le RDPC se repose ici. Parce qu'il y a un temps pour se reposer dans la vie. Quand on travaille, on se repose. Même Dieu a travaillé. D'accord, on est sorti du match là. On est sorti du match. Je suis sorti du match pour dire que les Camerounais ne doivent plus être derrière un système depuis 42 ans qui les a pris. Les patriotistes de la jeunesse patriotique, oui. Moïse, oui. Dans la projection, on joue 2 matchs. En octobre, Kenya aller, Kenya retour. Est-ce qu'il y a de l'optimisme? Est-ce qu'il y a, vous envisagez, vous entrevoyez un retour à la calmie qui c'est peut-être pour des résultats probants, une sérénité définitivement retrouvée au sein de cette équipe? Je suis supporter des Lions Indomptables. Même si c'est tout que moi, quand on met dans le stade en octobre, je serai aligné derrière les Lions Indomptables. Je le dis ici, il n'appartient pas à moi de décider cela, sinon je l'aurais fait. J'admire et j'observe que sur le plateau même ici,
il y en a qui vous donnent des solutions toutes mais je veux croire que c'est leur opinion. Puisque le grand Manitou, lui, il a parlé du départ de Marc Brice, elle a dit qu'il faudrait que le MINSEP laisse l'Africa Foot gérer et qu'elle assure son rôle de tutelle. Et vous avez précisé le cadre dans lequel un certain nombre de choses se passent à partir d'un discours prononcé le 10 février 2024 par le président de la République. À monsieur le président de la République de tirer les conséquences de son action. Mais pour ce qui est d'octobre, les 2 matchs qui arrivent, à savoir la qualification, les éliminatoires, les matchs éliminatoires ou les matchs de qualification pour la CAN Maroc 2025, je reste fan de la table. Je dois dire ici que il y en a qui mettent en avant l'État. Il y en a qui mettent en avant leurs égos personnels et individuels. Il y en a qui mènent un certain nombre d'entreprises, même souterraines, pour que le chaos s'installe dans notre pays. Et ceux qui vous disent, qui voient partout, surtout en l'opposition des entrepreneurs du chaos, aujourd'hui, il est démontré au grand jour que de par leurs agissements seraient même ceux-là qui sont à l'origine d'un certain nombre de situations assez critiques dans notre pays. Pourquoi? Parce que, je le dis, tout ce qui se passe se décide à la présidence de la République. Tout ce qui se passe se décide dans la présidence de la République. Tout ce qui se passe. Alors il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est le président de la République, Paul Biya, qui doit, ou alors décider de ramener la sérénité dans le pays. Et je dis que le football n'en est qu'un tout petit pan. Tout petit comme ça, des problèmes que nous avons au Cameroun. Et donc ce gouvernement que lui-même a formé et que dirige M. John Mouté aujourd'hui, reviennent à nous donner la priorité de leurs actions en faveur du développement des Camerounais. Parce que si les Camerounais ont confié un mandat à Paul Biya, on le lui a confié pour que les conditions de vie des populations soient améliorées. Oui. Alors si le président de la République pense que son gouvernement doit continuer à nous laisser avoir 1450 trous entre Bekoko et Mbanga et que les gens soient à mourir tous les jours au niveau de la falaise de Tchad. Merci. Pour qu'il préfère amener les Camerounais Dernière prise de parole au niveau du football, aux Camerounais, au deal de tirer les conclusions en 2025. Voilà le problème. Auguste, vous terminez. Voilà le problème. Nous n'allons pas tous être des marionnettes. Et nous ne voulons pas croire que les Camerounais soient tous devenus marionnettes. Et l'opposition devait être unanime. Vous ne devez pas parler sur le plateau et sans toutefois être logique dans votre pensée de la coalition. Je pense que la démagogie, à un moment, doit s'arrêter. Non, la démagogie sur les plateaux de télé doit s'arrêter. C'est vous le modérateur? Non, plus ou moins. Maintenant, je vous amène à c'est vous le modérateur. Allez-y. C'est vous le modérateur. Je m'excuse peut-être. Moi, je ne suis pas président national du SDF. Voilà. Vous êtes président national d'un parti. Exactement. D'accord? Mais vous pouvez transmettre. Écoutez. Vous savez où trouver mon président. Oui. Et vous connaissez en tant que président d'un parti comment les discussions comme celle-là sont menées. On ne les mène pas sur un plateau. Je ne vous apprends rien. J'ai du respect. S'il vous plaît, ce n'est pas un ping-pong. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous. Et ici, là, je veux débattre en homme responsable et gentil. Je ne crois pas que cette dame soit venue ici pour parler de quelconque alliance au nom du PCRN. Nous n'avons pas reçu mandat. Non, et si vous pensez que c'est sur le plateau de télévision que vous discutez des alliances ou des cooptations... Auguste, on revient au football. Pour sortir de l'émission, merci messieurs. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Donc je suis en train de dire que je le redis en regardant les Camerounais, nous n'allons pas tous être des marionnettes sur la base du football. C'est une distraction et dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va reprendre parce que octobre,
c'est dans 2 semaines. Nous allons encore avoir... Merci Moïse. Auguste va conclure. Il va dire. Il faudrait donc que les Camerounais en tirent toutes les conséquences. Prends la parole en dernier sur la question de l'avenir de cet environnement. Auguste, pour terminer l'émission. 1425 coups. Voilà le travail dont s'apprécie le SDF pendant que nous sommes en train de préparer sereinement les élections de 2025. Mais ce n'est pas un problème moindre, non? Vous êtes en train de préparer sereinement et les Camerounais parlent du football dans les réseaux sociaux. Comme si vous donnez les cahiers. Pendant que vous préparez cela à ces élections. Auguste, en tout cas, la parole, s'il vous plaît. Donc vous avouez que la distraction est de taille. Voilà. Pendant que vous préparez sereinement les élections, vous ne comprenez pas ça, vous êtes plutôt en train de dire que vous avez l'AFP d'un côté et l'autre, je ne connais même pas de quoi. Non, c'est bien de le dire aussi. Ah, d'accord. Pendant que le SDF ne s'est pas encore positionné. Les Camerounais parlent du voilà, vous comprenez vraiment que vous êtes en train d'aller. Moïse, Auguste, vous terminez. Donc, on n'a plus qu'une seule minute, une minute. Hein. Ok, une minute. Félicitations à tous les Camerounais qui nous ont regardés. Nous espérons avoir été à la hauteur de leur attente. C'était davantage pour terminer sur la question, est-ce que vous êtes serein ou alors est-ce que vous avez le sentiment que la sérénité reviendra tout au moins pour les 2 prochaines rencontres en octobre? Pour moi, ça passe par le départ de Mac. Pour moi, ça passe par le départ de Mac par rapport à son subordination. Parce que s'il peut continuer comme ça, il n'y aura jamais de sérénité. Vous devez vous reposer. Odile Ngomaro, Apollinaire Kemonye, Moïse Ngidjolgan et puis merci, Auguste Etokemwele. Merci à vous. Merci à vous, monsieur le député. Merci infiniment. Merci, monsieur le député. Bonsoir à vous à la maison d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé Katsuta. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition. Vous m'avez pas dit.